alors qu'il n'eût fallu que d'un instant pour pouvoir déchiffrer les différentes musiques qui s'offraient à moi le matin. Le bruit des oiseaux qui chantonnaient à la fenêtre, les vagues qui frappaient contre la maison à pilotis, le bateau et la coque du bateau qui frappaient contre la roche et contre la montagne, les différents courants qui entre eux se mélangeaient et frappèrent contre les roches, contre les pilotis de la jetée et contre les vagues qui s'entrecroisèrent, s'entremêlèrent une à une, se jetant ainsi sur la mer en face de la maison. J'ai ouvert les rideaux, ayant le temps de remarquer une lumière vive qui passèrent entre les deux rideaux. Je les ai laissés ainsi, et je me suis assis à côté de Collins qui dormait. Voyant son corps étendu sur le lit, cela m'a donné une idée. Je suis allé dans le salon, j'ai regardé son voilier au loin, les voiles étendues l'une à côté de l'autre, dos à dos. Elles se faisaient face et le vent leur faisait face, passant à travers comme un simple murmure. J'ai regardé son voilier qui tanguait de droite à gauche et qui de temps en temps se cognait contre la falaise recouverte de verdure. Je me suis assis sur le fauteuil et j'ai retiré mon t-shirt. Je l'ai laissé en boule dans le coin de la pièce. J'ai retiré mes chaussures et j'ai retiré mon jeans, que j'ai laissé en boule à côté, dans le coin de la pièce. Dans la cuisine, j'ai été chercher à manger plusieurs choses. Des fruits, des choses chaudes à réchauffer, des choses froides comme de la crème chantilly. J'ai tout versé sur mon corps, j'ai tout installé sur mon corps. Et j'ai appelé tout simplement Collins, qui est arrivé. Je l'ai regardé me regardant, poussant la porte et poussant un cri, en me disant « Mais tu es dingue !» Je l'ai regardé et je lui ai dit, rien qu'en levant le cou et rien qu'en m'appuyant sur mes coudes, en levant la tête, je lui ai dit « Je ne suis pas dingue, je t'offre le petit déjeuner », en lui présentant mon corps. Il s'est mis par terre, les jambes croisées, a commencé à escalader tout mon corps, et a commencé à manger ce que j'avais sur le torse, sur les pectoraux, sur les bras, sur les jambes, sur les épaules, sur le ventre, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus rien. Ensuite, on est resté là quelques heures, à bavasser, à parler. Je suis allé à la fenêtre et je lui ai dit « Regarde, j'ai regardé ton voilier ce matin. Il frappe contre les roches et contre la montagne, c'est normal. » Il m'a répondu, tout calme, en ouvrant le rideau sur le côté, ça doit sûrement être le courant, mais ne t'en fais pas pour ça. Je me suis retourné vers lui et j'ai dit, j'ai vraiment pas à m'en faire, tu t'en fais vraiment pas non plus, et pour la coque. Il a regardé son voilier et il m'a dit, comment ça pour la coque? Je me suis mis à côté de lui et je lui ai murmuré à l'oreille, si elle se fissure. Il a regardé le voilier, m'a pris par les épaules et s'est assis à côté de moi. Il a dit, écoute, elle ne va pas se fissurer. C'est un voilier, un simple bateau. En plus, je l'ai attaché. J'ai regardé le voilier encore une fois, qui de temps en temps bougeait, et j'apercevais les fines vagues qui passaient en dessous de la coque et qui faisaient bouger la coque de droite à gauche. J'apercevais ces fines vagues qui passaient en dessous, comme de fines couches d'épaisseur de quelque chose qui passait en dessous du bois de la coque, et j'entendais le métal cogner, j'entendais le bois revenir, et encore une fois, une vague en brisant une autre passant en dessous. Je l'ai regardé et je lui ai dit, t'es vraiment sûr que ça ne risque rien? Il m'a pris par les épaules, on est allé dehors sur la terrasse, il a regardé son voilier et il a dit, au pire, si tu veux, on y va. On y est allé, il m'a pris la main, il m'a montré son voilier qui était accroché, effectivement, il ne bougeait pas. Il frappait juste un peu contre la rive, contre le bord, contre les roches, contre les montagnes. J'ai regardé, et puis à un moment, il a tiré vers lui quelque chose. Je me suis avancé, un peu effrayé, et j'ai regardé son bateau, et je dis, quoi, il y a quelque chose? Il a tiré tout un amas d'herbes et d'algues qui s'étaient installées contre les roches, et m'a regardé, et il a dit, tu vois, en plus, les herbes et les algues sont en train de pousser entre la roche, entre l'eau et mon voilier. Ça forme un coussin naturel, t'as pas à t'en faire. Nous sommes rentrés, il m'a regardé,
et il m'a dit « Recouche-toi ». Je me suis rhabillé et je me suis couché dans le lit. Il a redressé la couverture sur mes épaules et m'a regardé. Finalement, plus tard, j'ai senti son corps et la chaleur de son corps s'émaner juste à côté du mien. Quand je me suis retourné, ma main caressait ses cheveux automatiquement et caressait sa nuque automatiquement. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu face à moi qui dormait. J'ai fermé les rideaux après m'être levé une seconde fois et je suis revenu à côté de lui. J'étais couché dans le fauteuil et Colin était à côté de moi. Il m'a regardé et à un moment, j'ai levé la tête et je lui ai dit « Oui, quoi ?» Il m'a regardé et a dit « Comment ça, oui, quoi ?» J'ai pris quelque chose à manger sur mon torse, je l'ai mis en bouche et j'ai mangé. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu regardes l'horizon, et quand tu regardes l'horizon, c'est que tu es concentré. » Il a regardé l'horizon et finalement a pointé du doigt l'horizon et m'a dit « Ça te dirait d'aller nager jusqu'au fond ? Ensuite, juste on revient, on va nager. » Je ne me suis pas levé, je suis resté sur le fauteuil et je l'ai regardé. Appuyé sur mes côtes, la tête relevée, je l'ai regardé un peu étonné. Je me suis mis assis à côté de lui, j'ai croisé les jambes, je me suis mis tout contre lui, j'ai levé la tête, penché sur son dos, penché sur son épaule, j'ai levé la tête et je l'ai regardé. Je lui ai dit, à cette heure-ci maintenant, après que tu aies mangé, t'es sûr? Il s'est couché sur moi, il s'est couché sur mon dos, et moi je me suis couché sur le ventre. Je me suis couché sur le ventre, les jambes croisées à l'arrière, et les bras allongés devant moi et croisés. Je chipotais avec mes doigts, avec les doigts de ma main droite, et je me suis retourné. Finalement, torse contre torse, il s'est allongé devant moi. Il m'a embrassé, a passé ses bras derrière ma nuque, et les a gardés derrière ma nuque. Avec ses mains qui étaient sur mon torse, et ses bras qui étaient croisés derrière ma nuque, moi reposé sur ses avant-bras. Je lui ai dit, donc tu veux vraiment qu'on aille nager maintenant? Finalement, j'ai roulé sur le côté et je me suis rattrapé, un genou à terre et les mains à terre. Il m'a regardé et je me suis levé, mettant mes mains sur ma cuisse. Quand je me suis levé, je lui ai tendu la main et il m'a regardé. Il a souri et il savait ce que j'allais dire. Je lui ai dit, bon, tu viens, on y va. Quand on y est allé, il a saisi ma main, a ouvert la porte avec moi. J'ai à peine eu le temps de mettre ma main sur la poignée que la porte s'ouvrait déjà. Je l'ai regardé et sa main était posée sur la poignée en haut et en bas sur la vitre. Il la faisait glisser parce qu'elle était déjà ouverte. Je l'ai regardé et j'ai souri. En même temps, tous les deux, on s'est serré la main. On a serré nos deux mains. On se tenait la main, on se tenait par la main et en même temps, on a mis le pied dehors. On a respiré l'air frais et on a senti tout autour de nous, on a senti les vastes étendues rocheuses et on a senti les vastes étendues d'air frais qu'il y avait tout autour de nous. Les vastes étendues de mer qui frappaient contre les étendues rocheuses, qui frappaient contre les rochers, contre les longues marges de terre et de pierre qu'il y avait le long des montagnes. Et moi, je ne sais pas si comme lui, j'imaginais déjà le fond. Me tenir à un endroit où je n'avais pas pied, sentir les centaines de mètres en dessous de mes pieds, là où il n'y avait presque rien, juste une fosse marine, là où presque rien ne poussait. Je sentais déjà cette impression sous mes pieds, en glissant mes pieds tout au fond du sable. Je sentais cette impression. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu fais quoi ?» Je l'ai regardé, j'ai regardé Collins et j'ai dit « Tu le sens toi aussi, cette impression ?» Et il m'a dit « Non, laquelle ?» Je me suis assis à côté de lui et quand il s'est assis à côté de moi, il a dit « Quelle impression ?» Je lui ai dit cette impression d'avoir une centaine de kilomètres en dessous de toi, avec rien qui pousse, juste une fosse marine remplie d'eau. Est-ce que tu la sens la pression marine qui appuie contre ton corps? Il m'a regardé et finalement je l'ai vu courir vers la rive, plonger et s'enfoncer dans la mer. Je l'ai appelé plusieurs fois en disant Collins, Collins, Collins. Finalement, il est réapparu, mais tout au fond, près des sentiers sur le bord
sur les bords des rochers et sur le bord des montagnes, là où il y avait une petite façade de rochers qui avait coulé et qui s'était brisée sous l'eau. Là où il y avait une petite façade, un petit chemin de rochers qui passait juste au-dessus de l'eau, mais qui autrefois s'était brisé à cause d'un bateau qui avait frappé trop fort. Il s'était brisé et maintenant, il n'y avait plus que quelques centimètres d'eau au-dessus, et on pouvait y marcher tranquillement. Je l'ai vu grimper à ces rochers, mettre le premier pied dessus, et puis ensuite le deuxième, se mettre debout, me faire un signe. J'ai plongé, et en plongeant, j'ai fermé les yeux. Quand j'étais sous l'eau, j'ai imaginé l'étendue d'eau. J'ai imaginé les vastes étendues d'eau comme une fosse commune là où rien ne poussait. Juste de l'eau et la pression de l'eau qui, plus je m'enfonçais, plus frappait contre mon corps et m'empêchait de remonter à la surface. Et quand je remontais à la surface, je suis arrivé et je me suis retourné. La maison était déjà si loin et paraissait déjà si petite. J'ai mis un premier pied là où il était et un deuxième là où il se tenait pour me dire bonjour depuis la baie. Je me suis tenu à côté de lui et j'ai dit: tu veux qu'on marche jusque où? Il m'a tenu la main et a dit: viens, je sais où ça mène. Je l'ai regardé, je n'ai pas hésité, j'ai haussé les épaules, je me suis tourné vers la maison et on a marché le long de ce petit chemin. On est arrivé, j'ai ouvert le portail qui donnait sur la maison. Quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la baie vitrée et je l'ai refermée derrière moi. Quand je l'ai entendu se coincer, se claquer, se fermer. J'ai fermé les rideaux et là j'ai senti deux mains qui serraient très fort mes bras. Je me suis retourné et je me suis mis dos face à la baie vitrée. J'ai vu que c'était Collins qui me serrait très fort. Il m'a retourné, m'a plaqué contre le mur. Il m'a serré contre le mur, m'a plaqué contre le mur, en posant son bras juste sur mes pectoraux. En posant son bras plié, son avant-bras sur mes pectoraux, il m'a regardé et m'a embrassé. Finalement, ses mains, je les ai senties grimper le long de mes bras, arriver sur mes épaules, et il m'a dit: assieds-toi. Je me suis assis et je l'ai regardé de haut. Il a sorti un essuie et a commencé à s'essuyer les cheveux. Il s'est essuyé les cheveux d'abord lui, et puis il m'a essuyé les cheveux en se mettant derrière moi. Je me suis un peu allongé contre lui, contre son épaule et contre son torse, aussi contre le mur, et il a essuyé mes cheveux. Ensuite, nous sommes allés à la salle de bain. À la salle de bain, devant le miroir, je me recoiffais. Je me recoiffais, même les cheveux mouillés. À un moment, je lui ai demandé: tu penses qu'il y a combien de mètres de profondeur là où on était? Il s'est retourné et a dit: tu veux vraiment qu'on joue à ça là maintenant, là tout de suite, en s'asseyant sur le bord. En s'asseyant sur le bord à côté de l'évier, faisant couler de l'eau brûlante, de l'eau chaude dont je voyais la vapeur s'émaner. Il m'a dit: tu veux vraiment qu'on joue à ça là maintenant? Je me suis retourné et j'ai dit: comment ça, à ça? Il m'a dit: on va pas jouer aux exploreurs de l'interdit. Je l'ai regardé, j'ai haussé les épaules, j'ai soufflé, j'ai fermé la porte derrière moi. Il est arrivé et il a dit: bon, ok, tu veux savoir quoi? Je me suis levé et j'ai dit: rien spécialement, tu penses qu'il y a combien de mètres de profondeur? Je l'ai regardé et il m'a regardé. Il a dit: je sais pas, une bonne centaine. Pour qu'un bateau puisse tenir et pour qu'il y ait des courants, il doit y avoir une bonne centaine de mètres. Je l'ai regardé, j'ai regardé la mer, j'ai regardé son bateau et je lui ai dit: ce soir, je veux qu'on aille voir, qu'on plonge le plus profond possible. Il s'est assis à côté de moi et il a dit: mais on n'a pas de combi, on n'a pas de combinaison. Je l'ai emmené dehors devant un petit cabanon. Et il m'a regardé et il m'a dit: c'est quoi ça? J'ai viré tout un tas de feuilles de palmier que j'avais mis au-dessus pour pouvoir le cacher. Pour pouvoir le cacher, j'avais mis tout un tas de feuilles de palmier, tout un tas de feuilles sèches, tout un tas de feuilles mortes et tout un tas de branches couvertes de feuilles mortes que j'avais été sciées dans les arbres. Je les avais coupées, je les avais cassées et je les avais ramenées pour les mettre au-dessus de cette cabane. J'ai tout bougé et tout est tombé sur un grand bateau à côté, une barque. Tout est tombé sur une barque qui était à côté, coincée et enchaînée. Enchaînée à un pilotis de la jetée. Il m'a regardé, a vu cette cabane fermée avec un cadenas et avec une chaîne, deux chaînes qui passaient autour
qui passait autour de la porte et autour de la serrure. Il a pris le cadenas et m'a dit « C'est quoi ça ?» Je lui ai tendu une clé et je lui ai dit « À toi de vérifier ». Il a ouvert la clé, a essayé d'ouvrir le cadenas. Il a ouvert avec la clé, a essayé d'ouvrir le cadenas. Je l'ai regardé, je me suis mis derrière lui, j'ai pris son bras, j'ai mis mon bras le long de son bras, et j'ai dit « Ah non, tu te trompes, dans l'autre sens ». J'ai tourné dans l'autre sens, j'ai vu son sourire et ses yeux. J'ai vu que la porte a un peu tremblé. J'ai poussé la porte et j'ai appuyé sur la porte en tenant son bras fermement contre la porte et mon bras fermement contre le sien. Je n'ai pas lâché la clé, ni même ses doigts, et j'ai appuyé contre la porte. La porte s'est ouverte et j'ai dit « Toujours du côté de l'océan, le cadenas ». Il a regardé le cadenas et a dit « Mais c'est pas l'inverse ». Il s'est appuyé contre l'intérieur et a dit « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» J'ai allumé une lumière rouge, qui a cessé de devenir rouge et qui est devenue de plus en plus blanche. Il m'a regardé et il avait l'air d'être un peu angoissé. Je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit « T'inquiète, cette lumière est toujours rouge avant de devenir normale. » Une fois qu'elle était devenue normale, avant d'être un peu rouge, quand tout est revenu à la normale, j'ai regardé autour de moi. J'ai ouvert deux armoires. La première armoire, c'était une combinaison noire avec des palmes, avec un tuba et avec un masque. Je lui ai lancé, il l'a rattrapé, il m'a souri, a penché la tête sur le côté, a croisé les bras et a laissé la combinaison par terre. Moi, j'ai pris l'autre, une combinaison bleue et noire et jaune. Je l'ai enfilée avec le tuba, le masque et les palmes. Les palmes, on les avait gardées en main. Et au bord de l'océan, je lui ai dit « C'est bon, t'es prêt ?» Quand je lui ai dit « C'est bon, t'es prêt ?» il m'a regardé. Il m'a fait non. Je lui ai mis le masque sur la tête et je lui ai mis le tuba. Je lui ai dit « Tu les gardes en main. Sous l'eau, tu les mettras. » On a plongé et on est allé voir. À genoux, au bord de la jetée, j'attendais. J'attendais à genoux au bord de la jetée, avec une main au-dessus de l'eau, une main au-dessus de la jetée, au-dessus de l'eau, au-dessus du point le plus profond. Une main au-dessus de l'eau et une main sur la jetée. Accroupi, j'attendais et je regardais. Je regardais les courants. Je regardais un courant qui passait, un courant droit, qui passait de gauche à droite, qui passait de la cabane, qui passait du cabanon au bord du lac, jusque l'autre côté du lac. Ce courant très droit m'annonçait qu'il allait sûrement y avoir un poisson. J'avais les yeux rivés sur ce courant, qui passait le long des roches, en venant de la cabane. Je me suis tourné un moment vers la cabane, vers le cabanon, et j'ai vu Collins qui avait retiré ses chaussures, et qui laissait aller ses pieds dans l'eau. Je suis venu à côté de lui. Et je lui ai dit « Non, fais pas ça, retire tes pieds ». Il s'est levé, a remis ses chaussures, s'est installé à côté de moi. Comme moi, il s'est mis accroupi, avec les deux mains sur le bord de la jetée. Il m'a demandé en me murmurant à l'oreille « Qu'est-ce que tu fais comme ça ?» Un moment, je me suis retourné, j'ai rien dit. J'ai plongé mon bras dans l'eau et j'ai récupéré un poisson que je tenais par la nageoire arrière. J'ai regardé sa nageoire dorsale, j'ai planté un pic dans le poisson, et tout de suite, je l'ai mis par terre à côté. Je lui ai planté un pic par la bouche qui est ressorti par sa nageoire à l'arrière. Je l'ai mis à côté du feu, et j'ai été faire un feu. J'ai été faire un feu juste en face du cabanon, avec du bois. J'ai regardé Collins qui me regardait au travers des flammes. Il me regardait l'air inquiet. Je suis venu à côté de lui, et j'ai vu ce qu'il voyait. Il voyait sur la jetée, en face de la terrasse du cabanon. En face de la terrasse du cabanon sur la jetée qui était en bois, juste devant le lac. Il voyait des tonnes de morceaux de bois, encerclés de quelques grosses pierres, en train de prendre feu. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Ça va pas prendre feu ». Il m'a regardé et m'a dit « Comment tu peux en être sûr ?» Je lui ai expliqué que avant de faire le feu sur la jetée, j'étais pas si bête que ça. J'avais mis une page en aluminium juste en dessous pour pas que ça prenne. Il m'a regardé et j'ai vu qu'il a avancé sa main. Il a avancé sa main dans le feu et a soulevé une petite page d'aluminium calcinée qui était complètement noire. Je l'ai regardé et je l'ai souri.
J'ai été chercher le poisson. J'ai été chercher le poisson que j'avais empalé sur une pique. Je l'ai posé à côté et je lui ai dit en le tendant, tiens, ça sent peut-être pas très bon, mais tu vas me tenir ça quelques minutes au-dessus du feu. Je l'ai vu assis. Je l'ai vu assis sur le bord d'un rocher avec le feu juste à côté, en train de tenir le poisson, empalé sur la broche, juste au-dessus du feu. En même temps, il était sur son GSM de l'autre main, et me regardait. Moi, j'étais occupé de récupérer du bois, de tremper mes pieds dans l'eau, de nager jusqu'au bout et de revenir. Un moment, il a levé les yeux, avec son GSM en main, et il m'a demandé où est-ce que j'étais. J'ai entendu mon nom plusieurs fois, il m'a appelé. J'ai frappé 2 fois sur la jetée. Il m'a dit « Où est-ce que t'es ?» Ensuite j'ai refrappé, il m'a dit « Mais franchement c'est pas drôle, où est-ce que t'es ?» Je suis sorti, sur le côté je suis sorti. J'ai frappé encore une fois, et je me suis accroché à la jetée. Les pieds dans l'eau, que je laissais aller, que je laissais battre dans l'eau. Je l'ai regardé et je lui ai dit j'étais en train de nager en dessous de la jetée. J'arrivais même à devoir marcher. Finalement, j'ai pris les rives sur le côté, j'ai nagé jusqu'aux rives et je l'ai rejoint. Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit « Alors, ce poisson ?» Il m'a regardé, il m'a dit « Pas si mal que ça. Par contre, l'odeur… » J'ai pris sa main et j'ai senti que sa main était aussi chaude que le feu. Quand j'ai senti que sa main était aussi chaude que le feu, j'ai dit « C'est bon, tu peux l'enlever. Dépose-le par terre et donne-le-moi. » Je l'ai pris et quand il me l'a donné, je l'ai bien enfoncé sur la pique. J'ai enfoncé la pique juste devant moi par terre. Je lui ai demandé de me donner un couteau. Il a sorti un couteau suisse. Il a retiré la lame et me l'a donné. Il me l'a donné par le manche pour éviter que je me coupe. J'ai alors ouvert le poisson, et quand il a entendu le poisson qui s'est ouvert, que j'ai tailladé en 2. J'ai tailladé le poisson de sa nageoire dorsale à sa gueule. Quand j'ai tailladé le poisson de sa nageoire dorsale à sa gueule, et que j'ai tailladé le poisson de sa nageoire à l'arrière jusqu'à sa gueule, et que je l'ai tailladé à l'horizontale, il m'a regardé et il m'a dit « Maintenant passe-moi un récipient ». Il est rentré dans la cabane et est allé chercher un récipient, un bol en métal. Je l'ai regardé, il m'a donné ce bol en métal qui était un peu plus grand que le poisson. J'ai regardé la taille du bol et j'ai dit « Ça va aller ». J'ai vidé le poisson. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Attention, ça va sentir vraiment très mauvais ». J'ai tout vidé et il a entendu les bruits. J'ai vu que le bruit de quand je vidais le poisson et que je déposais tout ce que je dépeçais à l'intérieur le dérangeait. J'ai remué le couteau dans l'entaille que j'avais faite, dans l'entaille de sa nageoire dorsale à sa gueule. J'ai remué le couteau. Dans l'entaille de sa nageoire derrière jusqu'à sa gueule, j'ai remué le couteau. Ensuite, j'ai abaissé le couteau vers le bas un peu comme une pelle et j'ai raclé tout le fond du poisson. Tout est tombé, je me suis tourné vers lui, j'ai lâché le poisson et je lui ai dit « Ça te dérange ce bruit ?» Enfin, j'ai placé une sorte de support en bois au-dessus du feu que j'ai fait avec 2 grosses branches que j'avais été chercher dans un arbre. J'en ai placé 2 à l'horizontale et 2 à la verticale pour faire un carré. Ainsi, je pouvais déposer le bol avec tout ce que j'avais vidé du poisson au-dessus du feu. On a attendu tous les deux et il s'est endormi près de moi. Je me suis assis par terre et je regardais tout qui était en train de brûler. J'attendais quelques minutes. Quand je me suis retourné, je me suis aussi endormi, parce que finalement Collins dormait derrière moi. Ce soir-là, j'étais sous la couverture, et j'avais mon GSM en main, je vérifiais les paiements de la maison. J'avais mon GSM en main, j'étais allongé dans le lit, appuyé contre le dos du lit. Contre le dos du lit, j'avais mon PC qui était allumé aussi. Je vérifiais un peu les alentours et je vérifiais un peu la montagne. Je regardais sur Google Maps, je regardais la montagne et ses alentours. Je regardais le lac et ses alentours. Je regardais la mer et ses alentours. Je regardais sur Google Maps où se situait ma maison par rapport à l'océan et par rapport au lac. Le lac qui était un endroit très reculé, je regardais ses alentours. Il y avait 3 alentours différents. Il y avait un alentour du lac dans lequel il n'avait pas de fond.
Il y avait un alentour du lac avec une profondeur vraiment très profonde. Celle-ci était libérée par les montagnes. Les alentours du lac, qui étaient enfermés par les montagnes et encerclés par une chaîne de montagnes, étaient simplement une partie du lac sur laquelle il n'y avait pas de fond et on pouvait marcher. Il y avait assez de fond pour pouvoir tenir un bateau et assez de fond pour pouvoir y marcher pieds nus. Une deuxième partie du lac, c'était au milieu, juste en face de la maison et juste à côté de l'océan. Cette partie du lac, c'était un mixte entre la mer et entre le lac. Dans cette partie du lac-là, il y avait les eaux douces et les eaux de la mer, les eaux océaniques qui se mélangeaient. J'ai alors fermé mon PC. Quand j'ai entendu que Collins arrivait, j'ai fermé mon PC et je l'ai caché en dessous du lit. Je me suis tourné vers Collins qui m'a regardé. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu caches ?» Je lui ai dit « Rien, rien. » Il s'est avancé vers moi et s'est appuyé un peu contre mon dos. Il s'est appuyé un peu contre mon dos qui était appuyé contre le dos du lit. Il s'est appuyé contre mes épaules et a dit « Tu sais, la meilleure chose à faire pour ne cacher rien à personne, c'est de n'avoir rien à cacher. » J'ai pris mon PC sous le lit, je l'ai ouvert et j'ai dit « Mais j'ai rien à cacher. » Et il m'a regardé et il a dit « Pourquoi tu vérifies les alentours de la maison? Tu sais où t'habites, non ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit « Je sais où j'habite, oui, près de la mer. Mais je ne sais pas où la mer va. Et ni le lac d'ailleurs. » Collins m'a regardé et a dit « Moi je sais. » Je me suis intéressé et un peu plus rapproché de lui. Finalement, il a arrêté de parler et je lui ai dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Levant la tête et regardant une fenêtre qui passait juste vers les alentours du lac, qui se mixait entre les eaux douces et entre les eaux de la mer. J'ai regardé les deux montagnes qu'il y avait entre, jonchées de plein de milliers d'arbres différents, et de plein de verdures différentes, de plantes grimpantes, qui allaient dans l'eau et qui coulaient comme des algues. Il y avait aussi des algues qui grimpaient à la surface de l'eau, sur les rochers, et qui montaient en surface, sur les rochers de plus en plus. Je regardais ça, et lui m'a demandé « Tu voudrais un enfant ?» C'est venu comme ça. Cette question est rentrée dans la discussion qu'on avait sur l'océan et sur les lacs. Cette question est arrivée comme ça. Je me suis saisi, j'ai fermé mon PC. J'ai fermé mon PC légèrement. J'ai même fermé mon PC sur ma propre main. Ensuite, le PC, je l'ai mis sur le côté. J'ai éteint mon GSM. Je l'ai mis sur le côté et je lui ai dit « Attends, quoi, pardon, tu peux revenir en arrière ?» Il m'a regardé et il a dit « Tu voudrais un enfant? Est-ce que tu voudrais qu'on ait un enfant à deux ?» J'ai regardé autour de moi un peu perdu, les quatre murs de la façade de la chambre. J'ai regardé autour de moi, les grands rideaux fermés, et j'ai imaginé derrière. Derrière, j'ai imaginé la nuit noire. J'ai imaginé la nuit noire qui couvrait d'une couverture noire l'océan. J'ai imaginé la grande vitre humide, à l'intérieur de laquelle, entre les rideaux et entre la vitre, devait y avoir certainement de la buée à cause du changement de température. J'ai alors regardé la pièce et puis je l'ai regardé lui. J'ai dit « Un enfant? Mais pourquoi ?» Il s'est mis à côté de moi et m'a pris par les épaules. Il a penché sa tête sur mes épaules et a dit « Parce que je veux fonder quelque chose avec toi, pas juste avoir une maison au bord de la plage. Je veux être avec toi, avoir une famille. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Oui, mais tu voudras un enfant comment ?» Là, il s'est assis sur le bord du lit. J'ai mis ma main sur sa jambe, sur sa cuisse, et je lui ai dit « Excuse-moi, je voulais pas te décevoir. Ce que je veux dire, c'est tu le veux comment? Tu le veux par adoption, par mère porteuse? Tu veux tout simplement... Tu veux qu'on fasse quoi ?» Je me suis installé à côté de lui, et quand je lui ai posé cette question, il m'a regardé. Il m'a regardé de haut en bas, et je lui ai dit en me regardant moi aussi de haut en bas, quand il m'a regardé. J'ai dit « Bon, ok, mais ça, il va falloir qu'on en réfléchisse. » Je me suis tourné du côté du mur, et j'ai dormi. Je sentais sa main qui se rapprochait de mes cheveux, et qui finalement me caressait les cheveux. Moi, je me suis endormi avec une main pliée. Je me suis endormi avec une main pliée devant moi, un bras plié devant moi, et la main dans mes cheveux. J'étais en train de réfléchir à cette idée d'enfant. Il m'a regardé et il m'a demandé si j'y réfléchissais, dos à moi aussi. On était tous les deux dos à dos dans le lit,
Il m'a demandé si j'y réfléchissais. Je regardais l'écran de mon GSM avec les heures défilées. Il était déjà minuit 56, presque 1h du matin. J'ai éteint mon GSM et finalement, je me suis mis dos contre lui, mon dos contre son dos. Et je lui ai dit, en mettant ma main contre son épaule, oui, j'ai réfléchi. Je me suis endormi et je lui ai dit que je n'aurais qu'une réponse exacte demain. Ce matin-là, j'avais besoin de te parler. J'avais besoin de te parler ce matin-là. Et j'ai entendu que tu t'étais réveillé à cause de la machine à café. Je me sentais un peu coupable, j'avoue. J'avoue, je me sentais un peu coupable, assis sur le lit. Assis sur le lit d'appoint dans le salon. Assis sur le fauteuil. Je me sentais un peu coupable parce que je t'avais réveillé à cause de la machine à café. Ma tasse de café en main, assis sur le lit. Je regardais la mer et à un moment t'es venu à côté de moi et t'as mis ta main dans mon dos. T'as mis ta main dans mon dos au niveau de mon bassin et tu m'as regardé. J'ai senti ta main le long de mon jeans et le long de ma ceinture, à l'arrière. Je me suis retourné et tu m'as demandé « Qu'est-ce qui va pas ?» Je me suis levé, je n'ai rien dit et je t'ai regardé. J'ai été dans la cuisine et je t'ai fait une tasse. Je t'ai fait une tasse de café, j'ai été dans la cuisine. J'ai versé de l'eau chaude et brûlante. J'en ai donc cru que tu avais vu la fumée, que tu avais vu la vapeur d'eau quand tu t'es tourné vers moi. J'ai rincé l'évier et je t'ai fait une tasse que je t'ai apportée. Le bruit de la machine à café était assourdissant. Quand je t'ai apporté la tasse, tu m'as regardé et tu as dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Tu as croisé les jambes, tu t'es assis avec la tasse de café entre tes jambes. Je me suis mis près de toi, les jambes par terre, contre le fauteuil. On était tous les deux assis sur le lit dépliant, et là je t'ai regardé et j'ai dit « Je suis pas sûr d'être un bon père. Je suis pas sûr de pouvoir faire un bon père, un bon papa. » Tu t'es mis près de moi et tu as dit « Mais regarde un peu autour de toi. C'est pas que tu vas faire un bon papa, mais un excellent papa. » Je me suis tourné vers lui et il m'a regardé et il m'a dit « Comment tu peux en être si certain ? J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. Tu me connais pas encore parfaitement. » Il s'est avancé et a dit « Je n'en doute pas une seconde. Moi aussi j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. Mais tout le monde fait des erreurs. » J'ai senti comme une lumière blanche autour de moi, alors qu'il n'était que 5 heures du matin et qu'il faisait encore noir. Il n'était que 5 heures du matin et il faisait encore noir et je l'ai senti comme quelque chose derrière moi qui me réchauffait le dos et qui me réchauffait la nuque. J'ai senti comme quelque chose autour de moi qui m'éclairait. Il est venu à côté de moi et m'a dit « Tu sais, moi aussi j'ai fait des erreurs. Plein. Étant gosse, étant petit, étant adolescent. Et même encore maintenant j'en fais. » Il s'est mis à côté de moi et m'a dit « On va faire des erreurs tous les deux, mais on apprendra. On va tous les deux faire des erreurs. » Il a posé sa tasse, est allé à la fenêtre, a mis sa main à la fenêtre. Il m'a dit de le rejoindre et m'a tendu la main. J'ai attrapé sa main en marchant. En marchant, j'ai tendu mon bras, j'ai attrapé sa main, son poignet. Il m'a tiré légèrement vers la fenêtre. Je suis arrivé à côté de lui et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux que je regarde ?» Il m'a dit « Tout, regarde tout. » Je me suis tourné et j'ai pris ma tasse par terre, je me suis accroupi, j'ai récupéré ma tasse et je me suis remis debout. J'ai dit « Comment ça tout ?» Il s'est assis, a pris sa tasse, s'est mis contre la fenêtre et a dit « Je sais pas ce que t'as vu, mais ici c'est le terrain idéal pour un enfant. Un lac, l'océan à perte de vue, un lac, et il y a même une maison, une petite maisonnette en bois, une cabane en bois, et il y a une jetée. Il pourra aller jouer là tous les jours. C'est le terrain idéal pour un enfant. » À ce moment-là, je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Donc c'est pas une idée qui t'est venue par hasard. Un jour, t'es sorti et tu t'es dit que c'était le terrain idéal pour un enfant et que c'était pour ça qu'on devait en avoir un. » Il m'a regardé, a pris sa tasse sur le côté, qui était quand même vide, a été la déposer à la cuisine, l'a déposée sur le bar et m'a regardé et a dit « Je sais pas comment tu fais. » Je me suis assis à la table du bar et j'ai dit « Tu viens ouvertement de tout me dire.
Tu viens ouvertement de tout me dire que c'est parce que tu trouves que c'est le terrain idéal pour un enfant. J'en ai donc supposé que c'était pour ça. Il a nettoyé la tasse et l'a rangée à l'intérieur de l'armoire. Il s'est retourné, s'est mis à côté de moi, et a dit, tu vois, t'es formidable, tu réussis à deviner, alors qu'on ne dit rien. Je l'ai regardé, j'ai rougi. J'ai senti que j'étais un peu gêné. Je me suis regardé dans le miroir, et il m'a dit, tu vois, comme t'arrives à deviner, comme t'arrives à lire en légende, comme dans un livre ouvert. Là, j'ai regardé le miroir à côté, un petit miroir rectangulaire, et j'ai dit, c'est vrai, en me regardant, avec ma tête appuyée sur ma main, et mon bras qui était appuyé contre le bar. Il m'a demandé ce que je regardais. Avec mon doigt, j'ai simplement montré le petit miroir sur le côté. Il a regardé le petit miroir et il a dit, ah, toi. Ensuite, il s'est mis un peu plus devant moi sur une autre chaise. Sur une autre chaise, il s'est mis un peu plus devant moi et il a dit, t'as vu comme on est parfait à deux? Regardant simplement le miroir, il m'a fait rire en disant, on fait à peine nos 56 ans. Cette nuit, au bord de la jetée cette nuit, Collins m'a trouvé. Il est arrivé avec un verre d'eau en main, alors que moi j'avais une tasse de café pour rester éveillé. Il m'a regardé et a dit, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé et j'ai pris la tasse de café à côté de moi, sur laquelle il y avait de la fumée au-dessus qui s'émanait un peu. Je l'ai pris en main et j'ai bu. Je l'ai posé à côté de moi. Je l'ai reposé à côté de moi et j'ai dit, j'ai réfléchi pour l'enfant. J'ai réfléchi beaucoup, longtemps, ici. Il a pris son verre d'eau et m'a regardé et a dit, ah bon? Et t'en es venu où? Je me suis avancé à côté de lui et j'ai déposé ma tasse de café de l'autre côté de lui. Il m'a regardé et quand j'ai fait le tour de son corps, passant ma main par l'arrière, mon bras par l'arrière, mon bras tendu par l'arrière de son corps, j'ai déposé ma tasse de café de l'autre côté. Il m'a regardé et quand j'étais penché près de lui pour mettre ma tasse de café de son côté, en passant mon bras par derrière, je l'ai regardé et j'ai mis ma main dans son dos, au niveau de sa ceinture, en bas de son jeans. Et je lui ai dit, j'en suis venu à une chose. Si t'arrives à me trouver dans la nuit, dans l'océan, je suis d'accord. J'ai plongé et la tasse de café s'est renversée. Quand j'ai ouvert les yeux à l'intérieur de l'eau, c'était comme une mare de sang noir. J'ai ouvert les yeux et c'était comme quand du sang se mélange à de l'eau. Sauf que cette fois-ci, c'était noir. Noir très très foncé. J'ai regardé et je me suis approché. Et en nageant dans l'eau, il y avait cette odeur de café. Cette odeur de filtre à café. Comme le matin quand on réchauffe un café et qu'on sent le filtre à café et l'eau passer au travers. La même odeur que quand la machine à café coule. Et j'ai regardé de loin ma tasse de café qui était en train de toucher le fond, avec tout le café qui s'évaporait. Avec tout le café qui commençait à se diluer dans l'eau, faisant une grosse flaque noire. Je suis revenu à la surface et je voyais qu'il y avait une ombre dans l'eau qui se déplaçait vers le bateau. Quand je suis revenu à la surface, j'étais assis. J'étais assis sur le bord de la jetée, les jambes croisées. J'avais mon café à côté de moi. Les jambes croisées sur la jetée, finalement, je me suis reculé un peu plus. Je me suis reculé un peu plus près de la jetée qui s'enfonçait dans la forêt. Près de la jetée qui s'enfonçait dans la forêt, qui s'éloignait de l'océan, je me suis assis. Je me suis assis, les jambes pliées contre moi. J'étais reculé, assis contre un arbre qui était à moitié dans l'eau, avec toutes ses racines qui puisaient l'eau à l'intérieur de l'océan. Toutes ces racines étaient sorties du bord et puisaient l'eau à l'intérieur même de l'océan. J'ai regardé cet arbre et je m'y suis assis, les jambes repliées. J'ai regardé cette ombre avancer et chercher un peu partout. J'avais ma tasse en main et je rigolais. J'avais un sourire aux lèvres parce que j'avais accepté de lui lancer un défi, en échange de quelque chose qu'il ne pouvait pas gagner. J'ai rigolé quand il est sorti de l'eau et qu'il m'a dit « En fait, t'es jamais rentré dans l'eau ». Je l'ai regardé et j'ai dit « Si, mais juste avant toi. Ensuite, je suis sorti quand t'es rentré. » Il s'est mis à côté de moi et m'a traité de petit salopio.
J'ai rigolé un instant, j'ai repris ma tasse de café, et j'ai dit « Bon, comme tu m'as pas trouvé, j'accepte pas ». Finalement, j'ai replongé dans l'eau et je lui ai dit « Allez, je te laisse une deuxième chance ». Il a plongé dans l'eau, je ne suis pas ressorti. On s'est cherché l'un l'autre. Je me suis caché un moment. Et j'ai senti que quelque chose approchait dans l'eau. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il avait écarté. Il avait écarté des racines qui s'entremêlaient, qui s'entrecroisaient, derrière lesquelles je m'étais caché. Je m'étais caché derrière des racines qui poussaient en dessous d'une surface de terre, qui puisaient l'eau à l'intérieur même du lac. Et il y avait tout un amas de feuilles mortes, et tout un amas de roseaux qui étaient à l'intérieur de ces racines qui plongeaient dans la terre. En dessous de ce petit bout de terre, avec les racines qui puisaient l'eau, il y avait des algues. Il y avait tout un amas d'algues noires et d'algues vertes foncées, et d'algues rouges foncées, qui étaient en train d'aller et venir avec le courant. Je m'étais caché là, et quand il m'a rattrapé, il a écarté toutes les racines qui puisaient dans l'eau et m'a trouvé. Quand on est revenu à la surface, le soir même, je l'ai appelé, je lui ai dit « Regarde mon bras ». Mon bras était rouge parce que l'une des racines s'était entourée autour. L'une des racines l'avait emmêlée et s'était emmêlée autour. La racine de l'arbre, la plus grosse racine, avait éraflé tout mon bras. Et l'une des algues, l'algue rouge, s'était emmêlée tout autour, pendant que mon bras était coincé entre 2-3 petites racines qui plongeaient dans l'eau. Pendant que toutes ces racines étaient emmêlées autour, l'algue rouge en a profité pour s'emmêler autour de mon bras. Je l'ai retiré vite et j'ai senti une griffure. Je lui ai montré ça. Mon bras était complètement éraflé, avec une marque qui faisait une forme de spirale le long de mon bras. On s'est rendu à l'hôpital et j'ai regardé l'affiche qu'il y avait au-dessus. J'ai regardé la grande enseigne qu'il y avait sur l'hôpital. Je me suis tourné un moment, j'ai mis ma main sur la sienne et je lui ai dit « Tu peux braquer s'il te plaît et mettre au point mort ». Il a mis la voiture au point mort et je me suis tourné vers lui. Et j'ai mis ma main sur sa main, qui était sur la poignée pour mettre au point mort. Je l'ai regardé et je lui ai dit « T'es sûr de ce qu'on fait? T'es sûr de ce qu'on va faire ?» Il a regardé exactement où je regardais, la grande enseigne de l'hôpital qui était éclairée par des petits néons blancs. Ensuite, il a regardé la petite enseigne de l'hôpital que je regardais, l'affiche qu'il y avait juste en face de nous. J'ai regardé l'entrée avec les portes en papillon. Il m'a regardé moi et a dit « Je suis absolument sûr de ce qu'on fait ». Moi, je n'étais pas sûr, mais finalement, je l'ai regardé, j'ai vu qu'il était très sûr de lui. Je suis rentré et on s'est présenté à une femme. Je suis rentré avec lui et on s'est présenté à une femme qui nous a regardés et qui nous a dit « Oui, c'est pourquoi ?» J'ai regardé cette femme qui était déjà très charmante. Déjà très charmante et très aimable, cette femme portait une tunique blanche de médecin, avec un stylo plume, un stylo à 4 couleurs, un stylo vert, un stylo rouge et un stylo noir. J'ai regardé son téléphone fixe qu'il y avait sur le côté, son téléphone de l'hôpital et son téléphone personnel. J'ai regardé son téléphone personnel, c'était un iPhone 6 noir. J'ai regardé son PC aussi à l'accueil. J'ai vu que la femme m'observait moi certainement. La femme m'observait moi certainement parce qu'elle avait vu que je remarquais un peu tout et que j'observais un peu tout. Je la regardais se déplacer quand elle allait de l'autre côté chercher un formulaire qu'elle nous a apporté. Je la regardais. Elle m'a fait un signe et m'a simplement souri. Elle a pris le formulaire et dans sa poche elle a pris le stylo. Elle nous l'a rendu et nous a déposé le formulaire devant nous. Elle l'a fait glisser vers moi et je l'ai pris. Elle m'a regardé et puis a regardé Collins et a dit « Vous venez pourquoi ?» Collins a répondu « Pour avoir un enfant ». Elle nous a regardés tous les deux, moi puis Collins. Quand elle m'a regardé moi, elle a dit « Service de donation de sperme ?» Et quand elle a regardé Collins, elle a dit « Ou service d'adoption ?» Collins a légèrement souri, ironiquement je l'ai regardé. Il a dit « Service de donation ». Elle nous a demandé qui de nous deux allait donner,
J'ai levé la main discrètement pour ne pas éveiller les soupçons de quiconque dans cet hôpital. Je ne connaissais personne. C'était l'hôpital dans lequel allait Collins, c'était pas le mien. Donc j'ai levé la main pour ne pas éveiller les soupçons de quiconque dans cet hôpital. Peut-être qu'il y avait déjà des remarques homophobes à notre propos, à mon propos, ou à n'importe quel propos. Je ne connaissais pas les gens, alors j'ai levé la main. Elle m'a regardé et a dit, en me mettant le stylo dans la main, « C'est bon, monsieur, vous pouvez signer. » Elle m'a montré le papier, en bas à gauche, là, j'ai signé. De l'autre côté, en bas à droite, là, j'ai signé. Et au milieu de la page, presque, un petit peu sur le côté en haut, elle m'a dit « Et ici ?» Ensuite, elle a rendu le papier à Collins et a dit « Et votre adresse ?» Collins a noté notre adresse, notre numéro de téléphone et une personne joignable. Il s'était montré garant comme personne joignable en cas de problème. Je l'ai regardé et j'ai dit pourquoi est-ce qu'il se portait joignable. Pourquoi est-ce qu'il se portait joignable en tant que personne à prévenir si jamais il y avait un problème? Je lui ai dit je vais juste aller dans un couloir et être enfermé dans une salle pendant 5 minutes. Il va pas y avoir de problème. Il m'a regardé, a rendu le stylo sans même regarder la jeune femme. Moi j'ai regardé la jeune femme, elle m'a souri. Et il m'a dit on sait jamais. Quand la jeune femme a récupéré son stylo, elle nous a donné un numéro avec une carte. Elle nous a donné une carte de verrouillage pour ouvrir les portes par lesquelles on devait passer, un numéro et aussi un indicatif. Elle nous a donné un indicatif avec un numéro, le nom d'une salle et le nom d'une personne et aussi sa vocation. Elle nous a dit qu'il fallait aller le voir pour pouvoir avoir un rendez-vous. L'homme était un vieil homme, au moins d'une 60aine d'années, si pas plus, peut-être 70 ou 80. Un médecin, un doyen. Il s'y connaissait parfaitement à la formation, il s'y connaissait parfaitement. On a vu le numéro de la porte, 46. On a vu le numéro de l'étage, 3. Et on a vu le numéro du couloir, 11. J'ai vu ensuite le numéro du couloir dans lequel était son bureau, 11-0188B. J'ai regardé son nom, j'ai regardé dans le dossier, j'ai regardé comment il était physiquement. J'ai tiré l'image un peu sur le côté en gardant le dossier en main pour ne pas avoir l'air de quelque chose comme quelqu'un de trop curieux. J'ai tiré l'image sur le côté et j'ai regardé. Ensuite, je l'ai reglissé dans l'épingle. Je l'ai reglissé dans le trombone, je l'ai reglissé avec l'épingle et j'ai regardé la photo un instant. J'ai rendu le dossier à Collins qui l'a gardé fort contre lui et l'a serré contre son torse. Il serrait ce dossier contre son torse comme si c'était un dossier encore plus important ou des cours qu'il avait quand il était jeune. Je le voyais marcher à côté de moi avec le dossier contre lui. Je rigolais et j'avais besoin de rire. J'avais besoin de rire par rapport à ce que j'allais bientôt faire et je le voyais tenir ce dossier, justement comme s'il tenait son classeur ou comme s'il tenait son journal de notes à l'école. Quand on est entré dans une salle, il y a un homme qui s'est avancé vers nous. Un jeune homme, au moins mon âge, une 30aine d'années, si pas une 20aine d'années. Il nous a donné une feuille à signer, un formulaire. Il nous a donné une feuille à signer et nous a dit « Vous allez signer, mettre votre nom, votre adresse et ce que vous venez faire ici. Ensuite, vous me la rendez. » Il nous a dit qu'il attendait au guichet, à la réception. On a tous les deux signé, on a tous les deux mis notre adresse, on a tous les deux mis la même maison en commun qu'on partageait. Par contre, j'ai vu un moment quand on devait mettre notre maison, notre habitation, j'ai vu que Collins a mis le nom de son bateau. Collins avait mis le nom de son bateau comme maison, et en dessous, comme adresse, il avait tout simplement écrit l'océan. Je ne savais même pas si ça allait passer, je me suis retenu de lui poser la question. Moi, j'avais mis notre maison, j'avais mis notre adresse, notre numéro de téléphone. J'avais tout mis et j'avais rendu le dossier. J'ai vu alors l'homme qui a pris le dossier de Collins, qui a regardé
Il a regardé Collins et ensuite il a regardé l'adresse. Il a regardé Collins, a levé les yeux encore. Moi j'ai rendu ma feuille, il a regardé et il a vu que j'avais mis une maison, que j'avais mis le numéro de la maison, que j'avais mis la rue le nom de la rue dans laquelle on habitait. J'avais même mis l'endroit où on habitait, j'avais tout fait correctement. Il a regardé ma feuille, puis celle de Collins, et a pris la mienne qu'il a enregistrée. Je n'ai rien dit, je me suis juste retourné, et on est reparti s'asseoir. On est arrivé dans la salle d'attente, et j'avais à peine le temps de toquer qu'une femme s'est levée. Une femme s'est levée, elle s'est mise juste à côté de moi. Elle a poussé la porte, et elle a dit « Vous pouvez rentrer, il n'y a pas besoin de toquer, je le connais bien ce monsieur. » On a ouvert la porte, et j'avais à peine eu le temps de pousser la porte un peu plus, qu'il était déjà dans son bureau et qu'il nous attendait. Il s'est levé, on s'est assis. Il s'est assis et a dit « Asseyez-vous, monsieur. » Je pense que c'était une forme de politesse car nous étions déjà assis. Il a fermé la porte, il a fait le tour de son bureau, a fermé la porte derrière lui. Il s'est assis et s'est avancé. Il a sorti un gros dossier qui devait faire au moins peut-être une centaine de pages, qui était dans un classeur noir qu'il a posé sur le côté. Il m'a regardé et a regardé Collins et a dit « Donc, vous venez pour avoir un enfant ?» Je me suis avancé et j'ai croisé les bras. J'ai croisé les bras peut-être pour avoir l'air un peu plus sérieux. Ensuite, j'ai vu Collins, lui qui croisait les bras mais qui s'enfonçait dans son fauteuil. Je ne savais pas dire s'il était gêné ou s'il était peut-être un peu énervé. Ensuite, j'ai mis ma main tout simplement dans son dos pour pouvoir le calmer. Entre le dossier de la chaise et entre son dos, j'ai mis ma main pour pouvoir le calmer. J'ai vu alors le médecin qui s'est avancé et qui a dit « Lequel de vous deux sera le donneur ?» Je me suis avancé un peu plus, et rien qu'au moment où je me suis avancé, il m'a regardé et il a dit « Ce sera vous ». Je me suis saisi, je me suis renfoncé dans la chaise. Quand je me suis renfoncé dans la chaise, il m'a regardé et il m'a dit « Ah, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. C'est juste que je l'ai remarqué à votre manière d'agir. » Là, je me sentais beaucoup plus rassuré. Et il nous a montré alors son gros dossier. Il nous a montré son gros dossier, son gros classeur noir, et l'a mis devant nous. J'ai vu qu'il feuilletait, il avait ouvert le classeur. Devant nous, il avait ouvert le classeur, et était en train de dire, en passant les pages. C'était plusieurs dossiers qui étaient mis les uns sur les autres. Il y avait des dossiers de maternité, des dossiers de paternité, des dossiers d'adoption, des dossiers de fécondation in vitro, et il y avait des dossiers de donation de sperme. Il était en train de passer les pages, de passer les dossiers les uns après les autres. Il y avait des post-it roses, jaunes, verts, même des rouges et des oranges, sur lesquels il y avait toujours des noms avec à côté un chiffre et un tiret qui étaient notés. Il passait et disait ensuite « Où est-ce qu'il est ce dossier ?» Je le voyais passer tous les dossiers et je le regardais. À un moment, il a posé son doigt sur un dossier, le classeur ouvert et a dit « C'est celui-ci ». Il a ouvert le classeur, les deux anneaux du classeur et l'a retiré. Il nous l'a montré et on l'a lu ensemble. Il s'est mis derrière son PC et il a dit « Vous pouvez aller dans la salle d'attente, le lire et revenir après ». On l'a regardé, on a pris le dossier en main, j'ai vu que Collins l'a serré très fort contre lui. Il lui a serré la main et a dit « Merci monsieur ». On est allé s'asseoir dans la salle d'attente. On est allé s'asseoir dans la salle d'attente et on a tous les deux lu le dossier. On a tous les deux lu le dossier et le dernier rapport sur la dernière donation de sperme pour un couple. On a vu qu'il était très doué dans ce domaine-là et qu'il était très connu. À un moment, cette femme qui nous a dit qu'on pouvait ouvrir la porte est venue à côté de nous et nous a regardés. Elle a vu qu'on était en couple et qu'on se tenait la main. On lisait le dossier tous les deux. Elle nous a regardés et a dit « Alors, vous venez pourquoi? Un enfant ?» Collins s'est tourné et a regardé la jeune femme. La jeune femme s'est un peu saisie. J'ai retenu Collins en arrière et j'ai dit « Ouais, on vient pour un enfant. » Un peu bavarde, elle s'est assise à côté de moi et a dit « Et comment vous allez vous y prendre? Adoption? Fécondation in vitro avec une autre femme ?» Je l'ai regardée et je lui ai dit « Excusez-moi, mademoiselle, mais c'est pas vos affaires. » Ensuite, je suis parti. Collins, lui, a récupéré le dossier, a récupéré le classeur. On est allé s'asseoir un peu plus loin. Quand on est allé s'asseoir un peu plus loin, Collins s'est endormi avec le classeur sur ses jambes. Je me suis levé et je suis revenu vers cette femme. J'ai dit « Excusez-moi, tantôt je jouais le jeu parce que je le voyais. Je le voyais qu'il était pas bien. Tantôt je jouais le jeu.
donation de sperme. Elle s'est assise à côté de moi et on a commencé à parler. Elle m'a posé plein de questions. Vous voulez quoi comme enfant? Je l'ai regardée, j'ai croisé les jambes, je me suis mis à côté d'elle et j'ai dit, si je devrais imaginer mon enfant parfait, ce serait un petit, de 6 ou 5 ans, les cheveux bruns, peut-être comme moi, ou comme lui, plus comme moi, avec des yeux bleus comme l'océan. Elle m'a regardé, elle m'a dit que c'était une belle description, elle m'a demandé pourquoi des yeux bleus. Je lui ai dit que j'habitais à une maison qui arborait les bords de l'océan et arborait les bords d'un lac bleu azur, comme le ciel. Elle m'a regardé et ensuite, Collins m'a fait un geste de la main avec le dossier. La porte était ouverte et le médecin nous attendait. On s'est réinstallé et la consultation avait reprise. Ce soir-là, alors qu'il devait être très tard, une infirmière est venue nous chercher et avait un dossier contre elle. Elle a pris son dossier, elle a pris son bic. J'ai entendu qu'elle avait fait claquer son bic et qu'elle avait changé de couleur. C'était un bic à 4 couleurs qui était bleu, comme tous les autres bics. Comme tous les autres bics de la marque Bic, son bic à 4 couleurs était bleu. Elle a changé de couleur et a demandé « Clive et Collins ?» On s'est tous les deux levés. J'ai regardé l'infirmière et j'ai dit « Oui ». Collins, lui, n'a rien dit. Il s'est contenté de me suivre. L'infirmière m'a fait un geste avec son stylo en main et avec son papier en main, avec son stylo en main, et aussi avec le carnet qu'elle tenait. Avec le carnet qu'elle tenait, elle m'a fait un signe et m'a dit « Suivez-moi ». On a marché longtemps dans les couloirs et ensuite on est arrivé devant une porte. Elle a ouvert la porte et il y avait un lit. Il y avait un lit plié en deux au niveau des jambes et rabattu au niveau du dos. J'ai regardé ce lit, au-dessus il y avait une grosse lampe chirurgicale. Et à côté il n'y avait encore rien. La jeune femme s'est assise juste à côté sur un tabouret. Elle a apporté 2 tabourets et on s'est assis dessus. Une infirmière est arrivée avec une jeune femme avec des cheveux bruns très foncés. Elle s'est couchée sur la table, l'infirmière l'a aidée. On a aidé la jeune femme à se coucher, à tendre ses jambes, à poser ses jambes sur le fauteuil et à rabattre un peu plus le dossier pour mettre son dos contre le dossier. On a rabattu le dossier un peu plus et la jeune femme était couchée, les jambes pliées et le dossier rabattu, son dos contre la chaise. J'ai vu alors une infirmière qui a levé le bras et qui a allumé la lampe. La jeune femme était éclairée d'une lampe très vive, d'une lumière très vive et blanche comme dans les salles d'attente. J'ai regardé les néons qui m'éblouissaient très fort et la jeune femme. La jeune femme avait l'air d'avoir peur, je me suis avancé, j'ai glissé ma main dans la sienne. Elle l'a serrée et elle m'a regardé. Elle a dit « Vous êtes le père ?» J'ai dit « Le père, pas encore, le donneur, oui. » Elle avait l'air rassurée et à un moment, la jeune femme, l'infirmière qui était avec nous, qui nous avait appelés, a posé son carnet et a dit « Avant de commencer, j'ai une question. » Collins s'est avancé. Il s'est mis près de moi et m'a tenu la main. Je lui ai tenu la main et tous les deux, on a dit « On vous écoute. » La jeune femme a posé son carnet, l'a coincé à une page et a déposé son bic et a dit « Avant, je voudrais savoir si l'un de vous deux désire connaître le sexe. » On s'est regardés tous les deux, on a dit « Est-ce qu'on peut aller en discuter dans le couloir ?» On est allé dans le couloir, on a fermé la porte, on a discuté. Finalement, on est revenu. La porte était toujours ouverte, il n'y avait pas de sas entre les deux. On est arrivé, on avait discuté un peu, on s'était assis par terre, regardant les médecins passer. Moi, j'ai dit qu'il fallait quand même qu'on connaisse le sexe parce que c'était moi qui avais donné. À côté, Collins m'a regardé et a dit « Ne m'exclus pas, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Je t'exclus pas. Je dis juste que j'ai peut-être un peu le privilège de pouvoir savoir. » Collins a dit « Tu sais, tu fais ce que tu veux. » Il est parti, je l'ai rejoint, je lui ai dit « Excuse-moi, j'ai été égoïste. » Il m'a pris la main, je lui ai pris la main, je lui ai dit « Bon, alors on fait quoi ?» Finalement, on est revenu et on a tous les deux pris la décision de ne pas savoir si ce serait un petit gars ou une petite fille. On est arrivé et la femme a demandé « Alors, est-ce que notre couple s'est décidé ?»
On a regardé la jeune femme, on a dit on veut pas connaître. La jeune femme a mis du gel sur le ventre de la mère porteuse. L'infirmière a mis du gel sur le ventre de la mère porteuse. On a regardé la mère porteuse et elle a dit tout de même je vais faire une échographie, voir s'il va bien. Elle nous a montré où se trouvait sa tête, où se trouvaient ses jambes et où se trouvaient ses bras. Elle nous a montré que son sexe se trouvait là, mais elle nous a rien dit. On l'a regardée au moment où elle m'a dit « et ça c'est son sexe ». Elle s'est retournée et à ce moment-là j'étais un peu saisie. J'ai cru qu'elle allait le dire, mais elle a dit « mais comme vous ne voulez pas savoir, je ne dis rien ». Elle le savait, ça me donnait quand même une part d'avoir l'impression de savoir et qu'elle avait enfreint notre décision, mais elle ne l'avait pas dit. On est resté un moment avec la jeune femme qui avait porté notre enfant, et elle nous a parlé, elle nous a dit qu'on était un beau couple, etc. On est resté là longtemps. On a regardé la jeune femme, j'ai posé ma main sur son épaule et je lui ai dit « Vous avez soif? Je peux descendre aller chercher quelque chose au bout du couloir ?» Elle a dit « Oui, volontiers. » Et je suis revenu. Je suis revenu avec un verre d'eau pour elle, un café pour moi et un café pour Collins. On a parlé à deux, à trois. On a discuté de l'enfant. Je lui ai demandé ce que ça faisait de porter l'enfant d'un autre couple, surtout d'un couple gay, et elle m'a regardé, elle a dit « Rien. Pour moi, rien. Tant que je peux offrir à une famille. » Je l'ai regardée et j'ai souri, et j'ai dit « Merci. Vous êtes si compréhensive. » Elle m'a regardé et elle a dit « Vous êtes si jeune. » Ensuite, on a fermé la porte et on l'a laissée dormir, car elle s'endormait un peu. Ce soir, la fatigue me vainquait. Et finalement, je me suis effondré sur lui. Je me suis effondré sur le lit et ce soir, la fatigue me vainquait. Je me suis endormi avec Maë, juste à côté de moi, que j'avais mis dans une couverture blanche. À côté de lui, j'avais mis 2 rondins de couverture blanche pour éviter qu'il ne tombe. Je m'étais endormi à côté de lui. Il était entre mes bras. Et toi, tu étais assis sur le bord du lit. Tu regardais Maë dans mes bras en train de dormir. Ensuite, tu t'es couché à côté de moi. J'ai entendu le bruit de la douche, l'eau couler. Cela m'a bercé encore plus et je me suis endormi. J'ai senti l'odeur du savon, l'odeur du shampoing. J'ai senti aussi toutes ces odeurs, l'odeur de la buée, l'odeur de l'eau chaude, une odeur très particulière qui rentrait tout à l'intérieur de la pièce et j'ai senti toutes ces odeurs qui rentraient à l'intérieur de la pièce. Et à cause de la chaleur que dégageaient les radiateurs. À cause de cette chaleur dégagée par les radiateurs, qui étaient en plus cachés par les rideaux entre la fenêtre avec le changement de température et la buée sur la fenêtre, je m'endormais encore plus. C'était comme s'il y avait un vaporisateur juste à côté de moi qui m'en mettait plein le visage. Tu es venu à côté de moi, tu es venu à côté de moi, tu avais encore les cheveux mouillés, et j'ai mis ma main sur ton crâne. J'ai caressé tes cheveux qui étaient mouillés, et je me suis endormi encore plus vite, ayant l'impression que je m'endormais aux côtés de la rive. J'avais l'impression que je m'endormais sur la jetée, sur la berge. J'avais l'impression que je m'endormais sur la berge, sur la jetée, couché sur un drap blanc, avec ma main qui était dans l'eau, qui trempait juste un petit peu dans l'eau, juste le bout des doigts. Et tu étais à côté de moi, et quand ma main glissait le long de ton corps, je sentais une chaleur qui m'envahissait de plus en plus. Je me suis réveillé et Maë était avec moi. J'ai regardé la fenêtre, je me suis assis au bord du lit. Tu es venu à côté de moi et tu m'as dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je t'ai dit « T'as vu un peu ce petit morceau si inoffensif ?» Il m'a regardé et il m'a dit « Allez, ça va aller, tu vas réussir à prendre soin de lui. » On est allé dans le salon et il m'a demandé « Tu veux l'appeler comment ?» Cette fois-ci, il m'avait laissé le privilège de pouvoir donner un nom. Je me suis tourné vers la porte ouverte. Je me suis tourné vers la porte ouverte du couloir et vers la porte ouverte de notre chambre. J'ai regardé notre chambre ouverte et j'ai dit « Maë, ça te va Maë ?» Il m'a regardé, il est venu à côté de moi, a mis sa main sur ma jambe et a dit « Tout ce qui te va, me va. » Il a rigolé en disant « C'est comme nos fringues, on s'échange, tout ce qui te va, me va. »
J'ai rigolé sur le moment, j'ai rigolé et j'ai regardé l'armoire. J'ai regardé l'armoire avec nos vêtements. Je me suis habillé, on est sorti sur la berge et je lui ai dit « Ce petit, c'est tout ce dont j'avais toujours rêvé. » Et il m'a regardé en me disant ça, et j'avais l'impression d'avoir offert le plus beau cadeau du monde. Quand on est rentré, on a fermé la porte derrière nous, et un grand bateau illuminé de plein de lumières différentes. Un grand bateau, un porteur d'hélicoptère, est passé juste devant. Juste au bout, on a vu un porteur, un grand bateau avec 3 hélicoptères. Il y avait un hélicoptère de la guerre, un hélicoptère noir et un hélicoptère de l'ambulance. Un hélicoptère de l'ambulance, jaune avec des bandes rouges, avec le signe de l'ambulance de l'hôpital, un noir, un vigile, et un hélicoptère de la guerre qui était vert foncé avec des taches. On a regardé ce bateau passer lentement. Un avion, un tout petit avion, un avion civil que les gens pouvaient prendre pour faire des promenades la journée, qui est passé et qui a atterri un peu plus loin dans un aérodrome. Et on est allé se coucher avec Maë, entendant la circulation juste au-dessus de nous. On s'est couché au 2e étage, et juste au-dessus de nous, sur le toit, on entendait la circulation aérienne. Et moi, je pouvais rien qu'en tenant Maë. Je pouvais imaginer la circulation qu'il y avait sur la mer, sur l'océan, la circulation entre les bateaux, la circulation marine. Et puis tu es venu à côté de moi et tu m'as serré dans tes bras. Là, la chaleur m'a envahi comme une bulle, et j'ai fermé les yeux, me réveillant le lendemain matin avec Maë à côté de moi. Il était 6 heures et je me suis habillé, me précipitant. Je me suis habillé, il était 6 heures. J'ai tout de suite été torse nu avec un jeans noir dans la cuisine. J'ai fait chauffer du lait que j'ai mis dans un verre, que j'ai transvasé dans un biberon. J'ai pris Maë avec moi sur le fauteuil, je me suis occupé de lui. Et je lui ai donné à manger. À cet instant-là, tu es arrivé à côté de moi et tu as dit « Tu fais quoi? Pourquoi t'es si précipité ?» Je lui ai dit « Maintenant qu'on a un enfant, va falloir le faire. » Il m'a dit « Faire quoi ?» Je lui ai donné le biberon et je lui ai dit « Faire tout ça. » Il l'a tenu et finalement, j'ai mis mon jeans, j'ai terminé de m'habiller et je suis venu à côté de lui pour regarder Maë boire. Ce matin-là, je me suis levé. J'ai essayé de te dire bonjour, mais ce que tu as entendu, ce n'était pas bonjour. Ce n'était pas bonjour, ou alors encore je t'aime, comment tu as dormi, ou est-ce que ça va ce matin. Ce que tu as entendu, c'était aïe. Tu as juste entendu le mot aïe, d'une voix très faible, et puis tu m'as regardé. Quand je me suis levé et je me suis assis devant toi, tu étais étonné, et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Quand je t'ai demandé ce qu'il y a, tu m'as regardé et tu as dit « Ta gorge ». J'ai essayé de parler encore une fois et j'ai dit quoi à ma gorge? Rien n'est sorti, si ce n'est que des mots un peu faibles et froissés et déchirés. Si ce n'était que des mots un peu déchirés, des phrases qui n'étaient pas tout à fait des phrases, j'avais mal à la gorge. Je lui ai dit c'est vrai, j'ai très mal à la gorge, ça me brûle. Ça me brûle au niveau de l'œsophage, c'est vrai. Au niveau du larynx et du pharynx, ça me brûle. Si ça se trouve, c'était peut-être une pharyngite, ou alors une pneumonie. Je savais pas. Ou alors encore une laryngite. J'ai tout testé, j'ai tout pris en compte, j'ai tout testé. J'ai dit laryngite, pharyngite, peut-être même une pneumonie. Il est venu à côté de moi et a pris ma gorge. Collins, t'es venu à côté de moi et tu as pris ma gorge. Tu as caressé ma gorge et tu as simplement fait des mouvements circulaires à gauche. Tu m'as demandé si j'avais mal et j'ai dit non, que ça me faisait du bien. Tu as fait la même chose à droite et tu m'as dit si j'avais mal. J'ai dit non, que ça me faisait toujours du bien. Ensuite, tu as fait ça sur ma gorge devant. Là, je t'ai dit que ça me faisait très mal. Ma gorge était toute rouge, pas enflée mais rouge. On est allé à l'hôpital et on a demandé l'avis de 2 médecins, de 3 médecins. Quand on a demandé l'avis de 2 médecins, les 2 médecins ne savaient pas trop et ont fait les mêmes gestes que toi. Ils ont simplement un peu manipulé ma gorge, ont regardé et ont fait des mouvements de caresse et de massage circulaires et ont un peu appuyé à certains endroits, en me demandant si j'avais mal. À chaque fois, je faisais un petit cri de douleur et je disais oui. Et ils m'ont regardé et ont dit c'est sûrement une infection. Il y en a un qui nous a dit c'est sûrement une infection bactérienne, pas grand-chose.
Il nous a dit qu'il fallait pas s'inquiéter, il ne fallait pas s'inquiéter pour quoi que ce soit, c'était sûrement une infection bactérienne. Un médecin derrière s'est avancé et s'est intéressé à mon cas. Il s'est mis à côté de l'autre médecin et a dit « Laissez-moi voir les infections bactériennes, parfois ça peut être très sournois et très vicieux. » Collins s'est avancé et a dit « Comment ça, très sournois et vicieux ?» Le médecin s'est mis à côté de Collins et a dit « Ça peut être vicieux, ça peut avoir l'air de rien, ça peut avoir l'air de quelque chose de pas grave, alors que ça l'est très fort. » Le lendemain, j'étais alité et on vérifiait ma gorge tous les jours. On venait au même endroit, regarder si rien n'avait enflé. Apparemment, c'était une infection de la thyroïde. Apparemment, elle ne fonctionnait plus bien. Ils m'ont demandé si dernièrement j'avais été en contact avec des herbes de la forêt que je ne connaissais pas, ou alors que j'avais nagé dans des eaux usées. Je les ai regardés quand ils m'ont demandé si j'avais nagé dans des eaux usées. J'ai dit quelle idée. J'ai dit non, pas dans des eaux usées. Le docteur, le médecin, s'est mis à côté de moi et il m'a dit « Quand vous dites pas dans des eaux usées, ça veut dire que vous avez quand même nagé. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Oui, j'ai quand même nagé, j'aime bien nager. » Il s'est avancé et il m'a dit « Dites-moi dans quel genre d'eau vous avez nagé. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Certainement pas dans des eaux usées. » Je lui ai dit « Des eaux des marais, ça compte ?» Il m'a regardé et a dit « Oui, les eaux des marais, ça peut compter. Les eaux des étangs, ça peut compter. Ces eaux-là, ça peut compter. » Il a alors écrit que j'avais nagé dans un marais. À cet instant-là, je l'ai regardé et je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il a fait quelques notes et a dit « Attendez une minute. » Il a dit que les eaux saniles pouvaient parfois provoquer des infections, parce que les eaux saniles étaient couvertes d'urine de poisson. J'ai regardé Collins un peu effrayé et Collins m'a dit « C'est pas grave. » Il s'est mis à côté de moi et quand il m'a dit « C'est pas grave », il m'a caressé le dos. Le médecin a dit « Au contraire, c'est très grave. » Ensuite, il m'a dit « Pour ce qui est des eaux marécageuses, les eaux marécageuses sont un peu plus dangereuses. La boue, la vase, les algues, les poissons. Et puis elles sont plus salées et plus dangereuses. Elles sont plus attaquées par la pollution. » Là, j'avais très peur et j'ai tenu ma gorge. Le médecin m'a regardé et a dit « C'est pas grave, ça ne va rien vous faire, en tout cas pas vous tuer. » Colin s'est avancé, s'est énervé et a dit « Vous avez fini de faire peur à mon copain ?» Le médecin s'est levé et a pris son carnet. Il a fait faire signer quelque chose à Collins, qui a signé très énervé. Il a écrit alors son rapport. Pendant un petit moment, on est resté en face du bureau, et il a écrit son rapport. Les eaux salines, les eaux marécageuses, et que j'avais juste en face de chez moi un étang, que j'allais de temps en temps nager dedans, mais que je n'avais été en contact avec aucune herbe ou aucune algue. Quand il m'a dit « Vous êtes en contact avec aucune algue que vous ne connaissez pas », là je me suis rappelé de quelque chose et j'ai dit « Si un jour j'ai été nager en jouant à cache-cache sous l'eau et mon bras s'est pris dans des racines d'arbres et il y a une algue rouge qui s'est enroulée autour de mon bras. J'ai montré mon bras et depuis j'avais cette marque. Il a regardé mon bras avec cette marque en spirale autour de mon bras. Il a dit qu'on ne pouvait pas l'écarter mais que c'était peut-être la cause. La séance était finie et le rapport nous était revenu, en main propre pour qu'on puisse le lire. Collins a passé un long moment avec le médecin. Ensuite, il a passé un long moment dans la salle d'attente et une médecin est arrivée. Elle s'est assise à côté de lui et a dit « Écoutez, monsieur Collins. » Il s'est tourné et a regardé la médecin. La médecin lui a dit « Il faut toujours une personne à prévenir en cas d'urgence. » Il s'est reculé sur sa chaise et la médecin s'est un peu avancée. Elle est restée sur la chaise et lui a dit « Non, il n'y aura pas d'urgence, mais en cas d'urgence médicale, il faut toujours une personne à prévenir. Si jamais on doit prendre un virage, un autre choix. Si on doit faire quelque chose, prendre un choix, ou qu'on doit dériver l'opération. » Il a regardé la médecin et a dit « Comment ça, dériver l'opération ?» Si jamais l'opération nous échappe ou alors dérive sur une autre voie et qu'on doit faire autre chose, eh bien c'est vous ou alors une personne que vous connaissez peut-être un peu plus proche de lui qui devra prendre la décision. Collins s'est un petit peu énervé et a dit « Un peu plus proche que lui, qu'y a-t-il de plus proche que son copain ?»
La médecin a dit non, c'est pas ce que je voulais dire peut-être un parent ou alors quelqu'un comme un frère, une sœur. Collins a signé alors le papier qu'elle avait en main, lui a arraché de main et lui a dit « Non, ce sera moi ». Il lui a donné son numéro sur un papier, et la jeune femme est repartie avec au bloc. Au bloc, j'étais silencieux et en train de dormir. La jeune femme a prévenu un de ses collègues qui avait un scalpel en main, un bistouri. Elle lui a dit « Bon, bah apparemment, c'est lui qu'on doit prévenir ». Son collègue a haussé les épaules et a dit, comme c'est étonnant, déposant le bistouri plein de sang. J'avais déjà une entaille ouverte à la gorge, avec 2 pinces qui étaient dans ma gorge ouverte. Cette entaille a été faite de manière oblique sur mon cou. À l'intérieur, il y avait déjà 2 personnes qui tenaient une pince. Je pense que si j'étais éveillé, j'aurais eu la sensation, et j'avais la sensation d'avoir du froid dans la gorge, du métal et 2 barres qui tiendraient ma gorge écartée. Il y avait un petit écarteur de la taille peut-être d'une main qui tenait ma gorge écartée. Des personnes avec des ciseaux bizarres pour pouvoir manier ce qu'il y a dans la gorge, l'œsophage, pour pouvoir manier l'œsophage, pour pouvoir manier le pharynx et le larynx. Il y avait des hommes avec des ciseaux étranges, avec des pinces étranges, et il y avait une femme avec une pique, une sorte de pique qui déplaçait les choses. Et cette pique, ce n'était pas tout à fait une pique, c'était une pique par laquelle du vent passait et il y avait une aspiration pour aspirer le sang. Je pense que si j'étais éveillé, j'avais l'impression qu'on me vidait de quelque chose à l'intérieur de mon corps sans même que je le sache. Je savais tout ça parce qu'ils me l'ont expliqué une fois sorti du bloc. Ils m'ont expliqué comment ça a marché, qu'ils ont dû déplacer mon œsophage, passer en dessous du larynx et du pharynx, qu'ils ont été voir un peu mes poumons avant. Quand ils m'ont raconté qu'ils ont été voir mes poumons avant, je me suis redressé sur mon lit et j'ai dit comment ça vous avez été voir mes poumons. Une infirmière est venue près de moi et a levé mon t-shirt et a dit « Oui, regardez, vous avez une cicatrice ici, proche du pectoral droit. On a dû aller voir votre poumon droit pour pouvoir voir si ce n'était pas la cause ou endommagé. » Je me suis tourné vers Collins. Quand elle a dit que quelqu'un avait dû prendre la décision, je me suis tourné vers Collins et Collins a haussé les épaules, s'est assis sur le bord du lit avec moi et a dit « Écoute, je voulais simplement que tu sortes de là. Tu sortes de là pour une bonne fois pour toutes, et que tu reviennes avec moi et Maë. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Je t'en veux pas, c'est juste que je voulais savoir. » Ce soir-là, le chirurgien est arrivé. Il nous a montré quelques vidéos. Il a allumé son PC et nous a montré quelques vidéos. Des vidéos similaires à ce que j'avais eu. Des urgences similaires qu'il avait eues et des patients similaires qui avaient eu la même chose. Il nous a montré comment l'opération s'est déroulée. Ce qu'on a dû déplacer, ce qu'on a dû bouger. Il nous a dit qu'on avait enlevé une toute petite partie de mon larynx et une toute petite partie de mon pharynx pour pouvoir plus facilement enlever la thyroïde et qu'on avait dû bouger l'œsophage. L'œsophage était toujours là, mais on a dû bouger pendant l'intervention. Il nous a expliqué qu'il l'a remis à l'endroit, correctement, qu'il l'a remis au même endroit. Il m'a juste expliqué, quand je me suis assis sur le bord du lit et que j'ai demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient bougé l'œsophage, quand j'ai demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient bougé l'œsophage, une infirmière s'est assise à côté de moi et a expliqué pendant une heure ou deux aujourd'hui, vous n'allez plus ressentir le goût. Je l'ai regardé et j'ai tout de suite pris quelque chose à manger qu'il y avait sur ma table. J'ai mangé et effectivement je ne sentais rien, juste un aliment dans ma bouche. Ça avait le goût de l'eau. Au moins je savais que si je buvais de l'eau, je goûtais exactement ce que je mangeais. Je savais que si je buvais de l'eau ou que si j'avais une bouteille d'eau, je goûtais exactement ce que je buvais. Tandis que si j'avais une bouteille d'eau pétillante, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Là, j'ai essayé de manger ce qu'il y avait sur la table. J'ai essayé de manger le repas qu'on venait de m'apporter. Et je ne goûtais rien. L'infirmière s'est excusée et m'a regardé et a dit « Je suis désolée ». Elle a fermé la porte et s'est en allée. Une autre infirmière est arrivée, reprenant mon plateau, et a dit que les effets devraient se dissiper d'ici 1 ou 2 heures. J'ai regardé Collins qui m'a dit « T'as vu ça ?» Et on est restés dans le lit tous les deux.
J'étais installé dans une chambre en verre. La seule chose qui me faisait peur, c'était cette machine à respiration, qui n'était pas utilisée et pas branchée, qui était juste sur le côté, à côté de la télévision qui était accrochée en haut. Il y avait cette machine à respiration à côté, à respiration artificielle. J'avais juste peur qu'un jour on rentre dans ma chambre et qu'on me dise « Il va falloir vous brancher à cette machine » pendant juste un temps. Même si c'était pour juste un temps, j'avais peur qu'on rentre dans ma chambre et qu'on me dise ça. À un moment, on est rentré dans ma chambre, je me suis retourné, saisi, et j'ai vu deux femmes apporter Maë. Deux femmes apportaient Maë qui était emmaillotée dans une petite couverture blanche. Ces deux femmes sont arrivées. Elles arrivaient tout droit de la maternité, de la nurserie, et ont apporté Maë et l'ont déposée près de moi. La première femme a dit « Voilà, on vous apporte votre fils ». La deuxième femme m'a demandé si je voulais plus de couverture pour lui ou pour moi. Je lui ai répondu « Non, ça va, juste Maë ». La deuxième femme s'en est allée, elle a fermé la porte derrière elle. Maë, lui, m'a regardé. J'ai senti sa petite main se mettre sur mon cou. Sa petite main était sur mon cou, sur un bandage avec un sparadrap en dessous, qui était juste sur ma cicatrice, sur l'ouverture. J'ai senti sa main et ça m'a réchauffé. J'ai senti comme si ça me réchauffait à l'intérieur même. Je l'ai mis près de moi et je me suis endormi. Tard le soir, Colin s'est arrivé. Il a pris Maë et m'a laissé dormir un petit peu. Il s'est mis dans le siège en face de la vitre, il s'est assis avec Maë. Il est sorti dehors et a parlé. J'entendais parler au GSM et je me suis réveillé. Je n'avais plus Maë, j'ai appelé une infirmière. J'ai appelé une infirmière qui est arrivée et qui a dit « Tout va bien, il est dehors avec votre copain ». J'entendais parler et j'entendais Collins qui était en train de parler à ma mère et à mon frère, à prévenir tout le monde que j'étais à l'hôpital. Quand il est rentré, je me suis un peu énervé, mais une infirmière est venue près de moi et m'a rassis. Elle a redressé le bord de mon lit. Quand elle a redressé le dossier de mon lit, elle a mis 2 coussins derrière moi et a dit « Asseyez-vous ». J'avais envie de lui crier dessus, lui dire que toute ma famille n'avait pas besoin de savoir que j'étais à l'hôpital et qu'il n'avait pas le droit de m'enlever Maë pendant la nuit. Il m'a regardé et a dit « Je voulais simplement que tu puisses dormir une nuit sans Maë ». J'ai regardé et je lui ai dit si moi je voulais pas dormir une nuit sans lui. Si j'ai demandé à ce qu'on me l'apporte, c'était pour être avec lui. Ce jour-là, j'étais fatigué, mais énervé en même temps. Quand j'ai voulu crier sur Collins pour lui dire que je ne voulais pas qu'on m'enlève Maë, une jeune femme est arrivée et elle m'a dit « Reposez-vous plutôt que de crier. Reposez votre gorge, c'est la meilleure chose à faire. » Je me suis tourné vers la fenêtre, les rideaux étaient ouverts. Collins me demandait « Tu veux que j'ouvre les rideaux ?» Je n'ai pas répondu. Ma seule attaque, ma seule défense, au lieu de lui crier dessus, c'était de faire le silence et de ne rien dire. Je l'ai regardé et j'ai juste dit « et j'ai haussé les épaules. Quand j'ai fait un petit son et que je lui ai dit « tu peux faire ce que tu veux », il m'a regardé et a ouvert les rideaux et a simplement dit « Bon, je vais prendre ton pour un oui ». Il a ouvert les rideaux et j'ai vu dehors. J'ai regardé dehors fixement et, à un moment, une infirmière est arrivée et a dit « Vous êtes sûr que tout va bien ?» Elle s'est assise sur une chaise et a dit « Vous voulez manger? Vous voulez boire? Vous voulez sortir de votre chambre ?» J'ai regardé l'infirmière et je fixais fixement la vitre. Je ne pouvais plus fixer la vitre fixement, mais je fixais l'infirmière. Mais c'était presque comme si je regardais au travers d'elle. Et à un moment, l'infirmière a mis sa main sur mes côtes. Je me suis saisi, j'ai retiré sa main et elle a dit « Bon, je vais vous laisser dormir ». Elle m'a laissé dormir et elle est repartie. Quelques minutes après, Colin est arrivé. Il s'est assis contre le lit avec une chaise. Il a mis ses jambes sur un tabouret, a pris Maë, l'a mis dans mes bras et a dit « Écoute, je veux pas qu'on se fasse la gueule maintenant. Je suis désolé, mais je voulais juste que tu puisses dormir paisiblement. » Je me suis dit qu'il te dérangeait peut-être dans tes bras. Je me suis levé et je lui ai dit « Écoute, il me dérange pas du tout. Il me dérange pas du tout, il est si petit, comment veux-tu qu'il me dérange ?» À cet instant-là, j'ai dit à Collins « Avance-toi ». Collins s'est avancé et s'est appuyé contre les barrières.
On s'est embrassés et on s'était enfin remis ensemble quelque part. On avait tourné cette dispute qui était partie derrière nous. On avait tourné la page. C'était pas une vraie dispute, une grande dispute à coups d'assiettes lancées en plein air. Ce n'était pas une grosse dispute comme à la maison, à coups d'alliances jetées par terre, à coups de mobilier qu'on pouvait jeter par terre ou encore à coups d'assiettes sur les murs. Ce n'était pas ce genre de dispute-là, mais c'était quand même une dispute. Quand on a enfin trouvé le moyen de pouvoir se reparler correctement, il est resté avec moi. Et il a fermé les rideaux et ce soir-là, a ouvert un lit d'appoint dans la chambre et a dormi avec moi. C'est les infirmières qui l'ont aidé. Une nuit avant l'intervention, Mae dormait avec Collins dans la salle d'attente. Collins dormait avec Mae. Ils étaient tous les deux et à un moment, il y a une jeune femme qui est arrivée pour son fils. Elle est arrivée pour son fils, je la voyais au coin de la pièce, près de la baie vitrée. Près de la baie vitrée, là où il y avait les bureaux. Près du mur, là où il y avait cette vitre qui séparait salle d'attente et couloir, je la voyais en train de parler à un interne. C'était pour son fils, un jeune enfant de 6 ans. À un moment, j'ai fait signe à la jeune femme qui est venue près de moi et qui a dit « Oui, vous voulez quelque chose ?» Je l'ai regardée. Elle s'est assise à côté de moi et je lui ai dit « Je vais aller me chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger. Vous pouvez garder mon fils pendant un instant ?» La jeune femme a regardé Maë qui était enveloppée dans des petites couvertures, des couvertures blanches de l'hôpital. Elle a regardé Maë et l'a pris. J'ai déposé Maë sur ses jambes et je lui ai dit « Vous le tenez bien comme ça. » Il aime bien qu'on le tienne comme ça. La jeune femme m'a dit « Il est de vous ?» J'ai regardé la jeune femme, je me suis tourné vers les bureaux et la baie vitrée, j'ai dit « Non, il n'est pas de moi, il est de mon mari. » La jeune femme a tenu l'enfant et a regardé l'enfant et a dit « En tout cas, il est magnifique. » Je suis parti et quand j'étais au distributeur, je ne me suis pas trop éloigné. Je ne me suis pas trop éloigné pour pouvoir toujours avoir un œil sur la jeune femme et sur Maë. Ce n'est pas que je ne lui faisais pas confiance, mais j'ai pris quelque chose et là je suis revenu. Je me suis installé à côté de la jeune femme et j'ai dit « Je ne savais pas si vous aviez faim ou non, mais j'ai vu que vous attendiez des nouvelles de votre enfant. Je vous ai pris un café. » La jeune femme m'a dit « Oh non, ça va, je ne prends pas de café. » J'ai dit « C'est un déca. » La jeune femme a dit « Oh, alors j'accepte volontiers. » Elle a pris son café et m'a regardé. On a fait santé tous les deux pendant que Maë dormait à côté de moi. J'ai repris Maë sur moi. Je l'ai posée sur une chaise et j'ai dit en tout cas merci de l'avoir gardé un instant. La jeune femme a dit pas de quoi, j'ai dû faire la même chose pour mon enfant. J'ai demandé quel âge avait son enfant, elle avait dit 6 ans, 6 ans et demi bientôt dans quelques mois. Il y avait une série qui passait à la télé. Il y avait une série qui passait à la télé et on la regardait tous les deux. La jeune femme a dit « Comment est votre copain ?» J'ai regardé la jeune femme et j'ai dit « C'est un grand blond qui fait environ ma taille. Il est tout mince et tout maigre. Il est tout maigre et va pas tarder à arriver, je pense. » La jeune femme a dit « Où est-ce qu'il est parti ?» J'ai regardé la jeune femme et je me suis tourné vers elle. J'ai pris mon café, j'ai bu, je lui ai dit « Il est en train de se faire opérer. Il est au bloc opératoire. » La jeune femme s'est avancée un peu plus. Elle s'est avancée pour prendre son café sur la table là où il y avait les journaux, les revues pour lire, pour pouvoir patienter. Elle a pris une revue et a patienté. Elle a roulé la revue en boule et l'a posée sur la petite table entre les deux chaises, entre ma chaise à moi, la sienne et celle de Maë. Elle a posé la revue en boule et l'a déposée juste sur cette petite table et a dit « Ah, c'est pas de bol en plus. Ça tombe mal. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Oui, effectivement, c'est pas de bol, ça tombe mal. En plus, il y a des problèmes. » Elle m'a regardé et a dit « Si je peux me permettre d'être un peu indiscrète, quel genre de problème ?» Je l'ai regardé et je l'ai dit, et j'ai dit « C'est pas très grave comme problème, juste un problème de gorge. » La jeune femme a dit « Je me suis fait moi-même opérer de la gorge. Ça fait très mal et c'est très douloureux comme opération. On ne peut pas parler à la personne qu'on aime, on ne peut pas parler aux personnes qui viennent vous voir. On doit garder le silence et parler le moins possible et quand on parle, ça nous fait mal. » Je l'ai regardé et je lui ai dit que c'était vrai, c'était véridique, très exact. Elle m'a montré sa cicatrice et a baissé le col de son pull. J'ai vu qu'elle avait une cicatrice très longue et
et très ouverte, qui avait cicatrisé, mais que depuis peu de temps. J'ai regardé sa cicatrice de près et j'ai dit « ça date d'il y a pas longtemps ». Elle a remonté son col et a dit « d'il y a en fait quelques jours ». À ce moment-là, un infirmier est arrivé et s'est installé à côté de moi et a dit « on a 2 nouvelles, il va remonter dans quelques petites heures ». La femme à côté de moi a dit « bah c'est une bonne nouvelle, c'est bien, il va remonter, je suis contente pour vous ». Et elle est partie se chercher un truc à manger. Le médecin m'a demandé si c'était une amie ou si c'était même ma mère. J'ai vu qu'elle s'est retournée et qu'elle m'a regardé. J'ai regardé le médecin, je l'ai regardé elle et j'ai dit « non, pas du tout. C'est une femme qui est venue me rendre visite. Elle attend des nouvelles de son enfant. » Le médecin a dit « on a une bonne nouvelle. Il va rentrer d'ici 2 heures. » Il m'a expliqué qu'il sera un peu dans le gaz, qu'il sera sous effet des antibiotiques et des calmants. Un moment, le médecin a mis sa main sur ma jambe et a dit « mais sa gorge sera entièrement réparée ». Il y a juste une chose qu'il m'a dit et que je lui ai demandé, c'est est-ce qu'il pourra me parler tout de suite ou est-ce qu'il faudra attendre un temps, comme pour retrouver le goût. Comme pour retrouver le goût, je lui ai dit est-ce qu'il faudra attendre un moment ou est-ce qu'il pourra me reparler tout de suite. Le médecin s'est levé et a pris son carnet, a dit bon je pense que comme il sera un peu dans les vapes à cause des antibiotiques qu'on lui a administrés et qu'on lui a prescrits, je pense que ce sera pas tout de suite, il faudra encore attendre quelques heures pour ça. Ensuite il est parti et je me sentais beaucoup plus à l'aise. Quand la jeune femme est revenue, on a discuté. 5 ans plus tard, j'ai appris à Maë à faire de la guitare. Un matin, on s'est levé et j'ai dit « Regarde papa, il dort. Viens, suis-moi. » Je l'ai pris dans mes bras et on est allé au lac. On est allé au lac et j'ai dit « On va laisser papa dormir. » J'ai fermé les rideaux, j'ai fermé la porte derrière moi, la porte coulissante. On est descendu au lac, je l'avais dans mes bras. Je l'ai mis sur mes épaules et je le tenais par les tibias, par les pieds. Maë était tout sourire et me regardait. Il regardait partout autour de moi. À un moment, il m'a dit « Regarde là-bas le bateau ». Je me suis tourné et je me suis arrêté en plein milieu des escaliers. J'ai dit « Oui, c'est celui de papa ». Ensuite, j'ai dit « Regarde comme elles sont grandes les falaises. Regarde comme elles sont grandes les montagnes. » Il m'a dit « Ça c'est des falaises, ça c'est des montagnes. » Ensuite, on s'est assis sur une marche. J'ai regardé Maë, je lui ai dit « Une falaise et une montagne, c'est pas différent. » Il m'a regardé et a dit « Comment ça c'est pas différent ?» J'ai dit « C'est la même chose. » C'est simplement que c'est un mot différent. À ce moment-là, on est allé en bas et on s'est posé sur la jetée. On s'est installé sur la jetée et j'ai pris ma guitare que j'avais sur le dos. On s'est assis, je l'ai mis entre mes jambes. Et je lui ai demandé quand il s'est assis à côté de moi. Il s'est assis à côté de moi et je lui ai dit est-ce que tu veux que je relève ton jeans un peu pour mettre les pieds dans l'eau? Il m'a regardé et a dit oui. On a mis tous les deux les pieds dans l'eau, j'ai relevé son jeans et j'ai vu qu'il battait des jambes et qu'il faisait aller l'eau avec ses pieds. Je l'ai pris par les épaules et je lui ai dit en rigolant « Frappe pas trop l'eau parce que l'eau va remonter jusqu'à la jetée. » Moi je faisais pareil, mais je faisais juste aller mes jambes dans l'eau. Je lui ai dit « Tu vois, fais comme moi, fais lentement. » On a tous les deux fait ça lentement et à un moment, je lui ai dit « Bon, donne-moi tes pieds, je vais les essuyer. » Je suis remonté et j'ai été chercher des essuies. Je lui ai essuyé les pieds et je lui ai donné la guitare. Je lui ai dit « Tu tiens la guitare 2 minutes ?» J'ai entendu derrière moi « Elle est lourde. » Je suis retourné et j'ai dit « Tiens-la comme ça. C'est mieux comme ça, une main sur le manche, une main sur la table de la guitare. » Quand je lui ai dit ça, il m'a dit « On appelle ça une table ?» Je lui ai dit « On appelle ça une caisse de résonance. Tu mets ta main sur la caisse de résonance, là où il y a la marque noire. Là, tu mets ta main et ta main, ton autre main, tu la mets sur le manche. Et tu la tiens tout contre toi. Comme quand tu fais un câlin à papa. » Je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit « Tu la tiens comme quand tu me fais un câlin. Comme quand tu fais un câlin à papa. » Il m'a regardé et a tenu la guitare. Ensuite, je suis parti. Je lui ai séché les cheveux un petit peu. Je lui ai séché un petit peu les cheveux parce qu'il avait de l'eau partout. Je lui ai séché les pieds et j'ai pris sa main dans la mienne. J'ai mis ses doigts sur les accords, sur le manche.
et je lui ai dit tu vas jouer comme ça, tu vas faire comme moi, suis mes doigts. En dessous de ma main, je sentais ses doigts qui suivaient mes doigts, et je lui apprenais. La jetée était éclairée par un lampadaire qui ne fonctionnait plus bien. À un moment, j'ai entendu marcher derrière nous, on s'est tous les deux retournés, et j'ai appuyé contre la jetée pour un peu me reculer, avec Mae qui était entre mes jambes. C'était Collins qui était en train d'arriver, qui me demandait ce qu'on faisait. J'ai dit que je lui apprenais à faire du feu. J'ai dit que je lui apprenais à faire du feu et à jouer avec moi, à jouer de la guitare. Plus loin, je lui avais appris à faire du feu et il y avait un petit feu qui brûlait. Ensemble, je lui ai dit « Mae, tu vas mettre des bâtons, tu vas aller me chercher des bâtons. Et tu vas tous les mettre en tipi. » Il m'a regardé et est allé chercher des bâtons. Il les a tous mis en tipi et j'ai dit « Maintenant, tu vas partir chercher des pierres. » On s'est enfoncé dans la forêt, on est allé derrière la cabane, récupérer quelques pierres, quelques grosses pierres rondes. On les a mis en cercle. On a encerclé le tipi qu'on avait fait avec des morceaux de bois. Je lui ai montré comment on faisait. Et à cet instant-là, il s'est avancé et il m'a dit « Est-ce que je vais avoir le droit de jouer avec le briquet ?» J'ai pris le briquet, je l'ai allumé, j'ai regardé le briquet, je lui ai dit « Non, ça par contre, c'est moi qui le fais. » J'ai montré à Mae et je lui ai dit « En fait, ce que tu dois faire, c'est passer ta main en dessous du tipi. Et là, tu allumes le feu. » Il m'a regardé et il a dit « Et tu lâches le briquet ?» J'ai regardé Mae et je lui ai caressé les cheveux. J'ai dit « Non, parce que le briquet, il appartient à papa. » Ensuite, Mae s'est mis du côté de Collins et a regardé l'eau. Collins lui a dit « Tu vois tous ces reflets dans l'eau. Tu vois tous ces reflets. » Mae était en train de regarder Collins et Collins lui a dit « Tu vois tous les reflets qui partent vers la gauche. Tu vois tous ces autres reflets qui partent vers la droite. Et tous ces autres reflets qui se touchent et qui font des pointes. » Mae a dit « Oui, je vois. C'est quoi ?» Collins a dit « Couche-toi sur le côté, couche-toi sur le flanc, comme papa. » Je les ai vus tous les deux se mettre allongés sur le bord de la jetée, je les ai vus se mettre allongés. Et il a dit « Tu vois que ça fait comme des pics. Tu vois que les vagues, ce ne sont pas tout à fait des vagues, mais comme des pics qui remontent vers l'eau. » Mae s'est mis assis et a dit « Oui, c'est quoi? C'est quoi, papa ?» Collins lui a expliqué que c'était les courants qui s'entrechoquaient et que les vagues qui allaient à gauche et les vagues qui allaient à droite s'entrechoquaient et faisaient des pointes qui montaient vers le haut. On est remonté, quelques minutes après, on est remonté. Et on s'est endormi. J'ai été mettre Mae dans sa chambre et j'ai fermé la porte. J'ai allumé la veilleuse. J'ai allumé une petite lampe qu'il avait à côté de sa table de chevet, qu'il gardait toujours allumée, que je venais éteindre plus tard. Ce matin-là, Mae est venu me réveiller. Il m'a secoué dans tous les sens et m'a poussé sur l'épaule et sur les côtes. Il me réveillait en me disant « Papa, 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 papa !» en criant encore ça et encore. Je me suis réveillé et j'ai dit « Oui, oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis levé et je me suis assis sur le bord du lit. J'ai été vers l'armoire et je lui ai dit « Mae, tu veux bien attendre dehors 2 minutes? J'arrive. » Il a attendu dehors. J'ai mis un jeans noir. J'ai mis un t-shirt noir et je suis arrivé. J'ai mis un t-shirt noir avec juste une bande blanche et je suis arrivé dans le couloir. J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Il m'a tiré par le bras, m'a tiré par le poignet. J'étais un peu penché en avant parce qu'il me tirait tellement fort. On est arrivé dans le salon, il y avait de la musique. Et j'ai regardé Collins, j'ai dit c'est quoi tout ce raffut? Pourquoi il m'a réveillé comme ça? Collins m'a embrassé, s'est assis avec moi sur le fauteuil. Il s'est assis avec moi sur le fauteuil et a dit Joyeuse Saint-Valentin. Ensuite, c'est Mae qui est venu sur lui. Mae est venu s'asseoir sur Collins et Collins a regardé Mae et a dit et c'est son anniversaire aussi. Tu te souviens pas qu'il est né à Saint-Valentin? J'ai regardé Collins et j'ai regardé Mae et j'ai fait « Oh merde, je suis désolé, j'ai oublié. » À cet instant-là, Collins s'est levé et a dit « C'est pas grave. » Il m'a ébouriffé les cheveux. Il m'a dit « Va faire un petit plongeon, on revient dans 2 minutes. » J'ai été nager et je me sentais libre. J'ai été nager, j'ai touché un rocher. Et je suis passé en dessous. Je suis passé en dessous d'un rocher et je suis arrivé dans un îlot, un genre d'îlot central, avec une baie.
J'ai regardé cette petite baie, cette petite crique paisible sur laquelle il n'y avait personne. Il n'y avait même pas d'animaux. Je m'attendais à croiser un renard ou alors peut-être un loup. Peut-être un loup, un renard ou alors encore, je sais pas, une biche ou un cerf. Je m'attendais à croiser un animal de la forêt. Je m'attendais à croiser le plus grand animal de la forêt, le cerf, ou alors peut-être même un caribou. Je suis arrivé sur cette île, rien. La seule chose qui régnait sur cette île, c'était le silence et le bruit des vagues. Je me suis assis et j'ai attendu. Je me suis retourné et derrière moi, il y avait une immense forêt. Il y avait une immense forêt qui attendait tout en haut d'une montagne. Tout en haut d'une montagne, une immense forêt attendait. J'ai regardé et j'ai vu qu'à côté de moi, il y avait des traces dans le sable, comme si un animal que je ne connais pas, avait creusé des galeries. J'ai mis ma main sur ces galeries et j'ai passé mon doigt. J'ai passé mon doigt sur ces galeries, sur le sable qui était imbibé d'eau. J'ai vu toutes ces galeries creusées, et juste à côté, j'ai vu une sorte de petit verre, avec juste au-dessus une coquille. Je ne savais pas ce que c'était comme animal, mais c'était un petit verre avec une coquille. Je le voyais avancer et creuser les galeries. Ce n'était pas un Bernard l'ermite. Ce n'était pas un Bernard l'ermite avec une coquille rouge orangée, avec tous des petits points noirs et des points blancs qui font le tour de sa coquille. C'était un petit verre avec une coquille toute blanche. Je l'ai vu bouger et faire des galeries qui formaient des labyrinthes et des labyrinthes. Je me suis levé un peu plus loin, j'ai marché. Je suis revenu à la maison et tant que je reviens à la maison, une table était installée. Collins m'attendait et Mahé m'attendait. Mahé était impatient, appuyé sur la table avec son gâteau devant lui. Il nous attendait et moi je me suis assis. Je les ai regardés, appuyés contre le chambranle de la porte. J'ai fermé la porte et Collins m'a dit ferme les rideaux. Je me suis retourné, j'ai fermé les rideaux. Quand j'ai fermé les rideaux, des lumières se sont allumées partout, des lampions, des lampadaires, et il y a plein de petites affiches Joyeux anniversaire Mahé qui sont tombées du plafond. Il m'a demandé alors d'éteindre les lumières dehors et j'ai éteint les lumières dehors. Tout le long de toute l'allée pour monter jusqu'en haut et revenir à la maison, c'était éclairé le long de plein de petites lumières. Les escaliers se sont éclairés à cause de petites lampes, et quand j'ai éteint tout ça, la maison était juste illuminée par la lumière qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis mis à côté de Mahé, je l'ai regardé, je l'ai pris sur mes genoux, et j'ai dit « Bon, on va souffler tes bougies maintenant ?» Il s'est avancé, s'est un peu appuyé contre moi. S'est appuyé contre la table, a soufflé ses bougies, on a applaudi. On s'est tous les deux servi une part de gâteau, et on est allé avec Mahé dans le salon. Ce soir-là, on fêtait en même temps son anniversaire, et en même temps, on fêtait sa venue au monde. On fêtait sa venue au monde, son anniversaire, deux choses. Et ce soir-là, on fêtait la Saint-Valentin, en plus. À un moment, Mahé a regardé Collins et m'a regardé moi, et a dit « Vous vous êtes pas embrassés ?» On s'est regardés tous les deux et on s'est embrassés. Mahé nous a regardés et a dit « Non, un vrai bisou !» On s'est embrassés une nouvelle fois et il a dit « Voilà, c'est bon, maintenant je vais dormir. » Il a refermé la porte derrière lui et on l'a entendu marcher jusqu'à sa chambre.